Bienvenue et je suis vraiment reconnaissante que vous soyez là ce soir avec moi. Et avant de commencer, je tiens à vous inviter à faire quelque chose de très simple. Prenez un instant pour réaliser que vous êtes bel et bien arrivé ici ce soir, depuis le temps qu'on attend. Car dans un monde où nous sommes constamment en mouvement, à produire, à réagir, à prendre soin des autres et à suivre le rythme, choisir de s'arrêter un instant, c'est déjà un acte de présence. Alors avant même de parler de plaisir, avant de parler du corps, avant d'explorer quoi que ce soit ensemble, je veux commencer ici, avec ce moment, avec vous. On va prendre une grande respiration, se poser là dans le moment. Et j'aimerais qu'on commence avec un petit partage. Et vous pouvez me dire, en plus vous ne vous connaissez pas, donc vous pouvez vous présenter, dire comment vous vous appelez, où vous êtes. Ah, on a Elena qui arrive. Alors, Elena, Yes. coucou. Hey, bienvenue ici ce soir parmi nous. Merci. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment commencé. Là, on a pris juste un petit moment de calme, une petite respiration pour se poser, si tu veux faire ça. Et en attendant, on va se présenter les unes aux autres. Ok. Vous me connaissez toutes les trois déjà. Je suis Johanna. Pendant un moment, j'ai pris le nom de Jawena. Je vais expliquer là si ça vous dit. En fait, Jawena, c'est une de mes ancêtres dans la lignée qui passe par mon père et ensuite c'est la lignée de sa mère à lui. Où en fait toutes les femmes s'appelaient Jawena, Johanna, Johanna. Et ma grand-mère s'appelait aussi Johanna et moi j'ai été nommée Johanna aussi. Et en fait, dans toutes les transes dingues que j'ai vécues dans ma vie, souvent je rencontrais Jawena, une ancêtre. C'est très nordique, celtique, voire un peu plus haut, viking, et ensuite plus haut dans la toundra. J'ai eu pas mal de visions dans la toundra. Et cette Jawena m'a beaucoup appris, beaucoup enseigné. Et donc pendant longtemps, j'ai pris le nom de Jawena après elle. Et l'année dernière, après avoir perdu mon fils, je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin de me reconnecter à moi-même. Donc j'ai repris mon nom de naissance, Johanna. Mais en vrai, ça reste la même essence. C'est quelque chose qui se transmet parmi les femmes dans la famille. À travers le prénom, je pense qu'il y a quelque chose qui se transmet aussi parce qu'on a tout un petit truc. Donc voilà, donc je suis Johanna. Et depuis quand même pas mal d'années maintenant, je travaille avec les femmes, pour les femmes et aussi avec moi-même en tant que femme, pour c'était beaucoup de la guérison de l'utérus. Comprendre le chemin spirituel de la femme à travers l'utérus, à travers ce que c'est que d'être une femme avec cet organe, en fait. Le fait qu'on ait des règles, qu'on soit réglé avec la lune ou avec les océans, ou peu importe comment on veut voir ça. Le fait qu'on ait une matrice aqueuse, aquatique à l'intérieur de nous, la matrice de l'eau, qui fait qu'on a des règles, qui fait qu'on peut avoir des grossesses, qui fait qu'on peut avoir accès à tout le mysticisme de l'eau. Et en allant plus loin, l'eau, en fait, c'est la planète sur laquelle on est. Elle est majoritairement eau, comme nous, et spécifiquement les femmes. Bref, là, je pars sur un petit truc autre, mais ça fait un moment que je travaille là-dessus, et depuis quelques temps, je me rends compte qu'en fait, au-delà de la guérison, en fait, la guérison, ça sert à quoi? Si on se guérit, c'est qu'au bout d'un moment, on va arriver à un point où on est guéri, ce qui n'arrive pas tellement, et pas toujours. La guérison, c'est un chemin qui va durer toute la vie, peu importe ce qu'on est en train d'essayer de guérir.
que ce soit une guérison due à un trauma, une guérison du coup plus psychologique ou traumatique, ou une guérison physique de notre corps. C'est un chemin qui va durer toute notre vie, c'est un chemin qui est très personnel. Et il y a des moments où on va sentir qu'on a acquis quelque chose et d'autres moments où on va sentir qu'on repart à zéro. Et en fait, pareil, depuis la perte de mon fils, je me rends compte, en fait, toute cette guérison, elle amène où? Elle amène qu'au bout d'un moment, il faut penser à autre chose que la guérison. Si la guérison va durer toute la vie, il faut se concentrer aussi sur le plaisir. Que parmi tout ce chemin, le but, en fait, le but ultime, si on avait le point où enfin on est guéri, ça serait quoi le but? La prochaine étape, ça serait pour, en fait, être heureuse. Sinon, à quoi ça sert? Et donc, au-delà de guérir pour enfin atteindre ce point mystérieux du plaisir et de la joie, en fait, il faut être joyeuse pendant le chemin. Et donc, c'est pour ça que récemment, je me suis vachement plus concentrée sur, au lieu d'être dans la guérison de l'utérus, mais d'être dans la reconnaissance, dans la joie et l'amour de cet utérus, qui peut nous amener tellement de merde et de chiantise, mais qui en même temps est ce qui nous rend absolument mystiques dans ce monde. Est-ce que vous avez toutes lu mon livre ou pas? Je pense que Elena, tu as le livre. Moi, je l'ai pas. Mais il Léna, m'avait t'en as envoyé lu un une message et partie. tu devais me l'envoyer, mais je sais pas si tu me l'avais envoyé. Parce que je me rappelle pas de l'avoir vu. Non, ok. Bon, ben on en parlera après. Mais en tout cas, je conseille de le lire tout simplement parce que c'est un peu ce passage pour moi de l'amour de l'utérus, au-delà de juste voir l'utérus comme quelque chose qui doit nous donner, qui va nous donner un enfant, qui va nous donner le confort, qui va nous donner la sécurité dans la vie, mais se rendre compte que c'est grâce à cet organe qu'on est en fait qui on est. C'est vraiment ce passage-là et de se dévouer à notre féminité en tant que déesse, que nous sommes la déesse grâce à tout ce que nous avons en nous. On n'a plus besoin d'aller la chercher à l'extérieur, on n'a plus besoin d'atteindre quoi que ce soit, on est déjà là. Donc, commençons aussi par vous, aussi vous présenter. Là, vous me connaissez déjà un peu, donc s'il y en a une parmi vous qui a envie de commencer, de dire qui elle est, où elle en est sur son chemin, où vous êtes dans le monde ce soir et ce qui vous mène ici, dans ce labo du plaisir. Mhm. Alors, moi, je m'appelle Elena. J'ai 29 ans. Là, je suis à Paris en ce moment. Je suis en train de déménager. Donc, je suis chez ma maman, mais il n'y a personne, donc je suis tranquille. Euh, de mon chemin de vie, c'est ça, ou de mon chemin de femme plutôt? Comme tu veux, tu partages ce que tu veux, ce qui t'amène ici. Euh, on va dire, là, je suis dans un moment où je me sens plutôt à l'aise avec moi-même et, euh, et dans ma curiosité de moi-même en tant que femme. On va dire, je ne l'ai pas beaucoup été jusqu'à maintenant. Et là, je suis un peu comme un bébé qui découvre, mais qui connaît vraiment rien. Donc, je pense que je vais être beaucoup dans l'observation et dans l'écoute ce soir, mais je suis trop contente d'être là et enchantée. Enchantée. Et tu as tout à fait ta place ici. Mm. Et tu dis que tu es un petit bébé, mais quand même, là, t'as pris les quelques premières étapes quand même. Ouais. Donc, bienvenue parmi nous. Merci. Qui a envie de suivre Elena? Oh, bah, je peux y aller si vous voulez. Euh, Vas-y. donc moi, je m'appelle Agnès. J'ai découvert Joe il y a maintenant 4 ans, je pense, ou un truc comme ça. Ouais. Et là, en ce moment, moi, je suis à Bordeaux. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant en lien avec ce dont on va parler? Je crois que ce qui m'a amené à m'inscrire, c'est que Joe, tu m'avais dit, enfin, on avait eu une discussion parce que j'étais en burn-out complet avant mes vacances. Là, je reviens de vacances et j'ai eu 3 semaines de vacances qui m'ont remontré ce que c'était la vie, en fait. Vraiment, j'ai juste tellement réappris à vivre et à me sentir normale, juste pas avoir des pensées tout le temps
à juste prendre le temps, me reposer, dormir et là m'est venue la plus grande des fougues créatrices de toute ma vie, où je n'ai pas arrêté de peindre de toutes les vacances. J'ai découvert l'art abstrait, alors maintenant je fais n'importe quoi, mais j'adore et c'est incroyable et Joe m'avait dit, avant mes vacances, enfin au tout début de mes vacances, je lui avais dit: «Mais j'ai atteint un stade de burn-out» et elle m'avait dit: «Mais essaie de réfléchir à la notion de plaisir dans ce contexte». Et je fais: «Bah, il y a 0 plaisir, je vais pas chercher, ça me fait pas plaisir de m'exténuer comme ça». Et elle m'avait dit: «Mais si, mais réfléchis quand même». Bon et alors elle m'avait dit: «Écris» et j'avais écrit et j'avais mis le doigt sur des trucs assez intéressants que sans avoir écrit, je pense que je les aurais pas conscientisés. Voilà, des trucs du genre, que, bah, je devais arriver au bout de mon moi du travail afin de le tuer de manière à pouvoir, redécouvrir mon moi plus soft et plus créatif et cetera. Et tu m'avais voilà, on avait un petit peu discuté de ça et tu m'avais dit: «Mais viens à mon labo du plaisir». Et donc voilà, je suis là. Pas pour le plaisir sexuel, mais pour le plaisir, en général, on va dire. Mmh. Voilà. Ah ouais, je suis trop heureuse que tu sois là et je suis heureuse de voir que tu te sens vachement mieux, plus Oui, ouverte, plus libre et que tu peins comme ça, c'est génial. ouais, ouais, trop bien. Bah, enchantée à toutes en tout cas. Mmh. Et Léna, du coup, pas Voilà. Elena, mais et Léna. Bah oui, du coup, je m'appelle Léna. Moi, je suis en Ardèche. J'ai rencontré Joe, après 2 ans, de où je connaissais, juste de nom et parce que c'est une amie de Johan, mon compagnon et voilà, du coup, on a eu la chance d'aller, passer quelques jours, chez Joe, le mois dernier. Du coup, voilà, en très peu de temps, on a partagé, beaucoup, beaucoup de choses et puis, il y a eu cette invitation pour aujourd'hui et du coup, ben, j'ai dit: «Ben, pourquoi pas?» Voilà et sur mon chemin de femme et de voilà, qui s'intéresse à la féminité, j'en suis au tout début. Enfin, c'est pour moi, la féminité, c'est quelque chose de très, je sais pas comment dire. Je me sens plus humaine que femme. J'ai un Les genres, ça me je sais pas comment dire. Hem, En fait, j'ai envie de me dire qu'on a, hommes et femmes, des façons peut-être différentes de faire les choses, mais qu'on aspire finalement tous à la même chose et on n'y parvient peut-être pas de la même manière, mais du coup, voilà, du coup, ça m'intrigue cette notion de féminité et c'est quelque chose que, pour ma part, j'ai pas travaillé dans ce sens-là, quoi, jusqu'à maintenant. Voilà. Bon, bah, merci pour, merci d'oser venir alors et de découvrir. Et c'est intéressant que tu me dises ça parce que justement sur ton chemin de femme, moi je te vois, je trouve que tu as pris pas mal d'étapes déjà parce que tu as déjà beaucoup recherché sur ton propre corps par rapport à ton vécu. Tu Parce qu'en fait, la féminité, ça a pas besoin d'être quelque chose, autre que juste ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, en fait. Mmh, Prendre un peu son corps, se connecter. Que j'ai plein de femmes qui viennent et qui me disent, même bien, bien plus âgées que nous, hein, même d'ailleurs beaucoup de femmes de la génération de nos mères et juste entre, genre les tatis qui sont entre nos mères et nos grands-mères, n'ont pas à chaque fois qu'elles viennent, on va dire genre entre 50 et 70 ans. Et elles me disent: «Oh là là, mais la féminité, moi je me suis battue contre ça longtemps, justement je comprends pas trop tout ça». Alors qu'en fait, c'est juste être soi-même. Si tu es née femme, tu es féminine en fait, il y a pas de il y a pas trop de questions à se poser. Mais c'est vrai que moi j'en parle beaucoup et justement parce que j'ai eu ce questionnement très jeune. Pour aller vraiment dans l'intime, en fait, quand j'étais toute petite, j'étais très, très fille-fille. Vraiment fille, mais j'avais pas de notion de ce que ça voulait dire parce qu'on était 2 filles et 2 garçons en frères et sœurs et c'était tout très, c'est pareil pour tous les enfants, quoi. On va pas s'embêter à faire des différences, il y en a 2 de chaque et puis voilà. Après, il y a une petite sœur beaucoup plus tard qui est arrivée, mais au début, on était 4
il n'y avait pas de différence, mais je sais que moi, je voulais, par exemple, toujours porter des robes. C'était hyper important pour moi, les robes. J'adorais les fleurs. Donc, de l'extérieur, ça faisait typiquement fille, mais j'ai jamais eu cette étiquette. Mes parents m'ont pas fait remarquer que j'étais très féminine. Par contre, quand j'avais 8 ans, j'ai commencé les scouts. Et là, ça m'a littéralement foutu une grosse baffe où on faisait que me dire: ah là là, t'es tout fifi, t'es trop féminine, t'es trop une fille. Alors que je grimpais aux arbres pareil que les autres et tout, mais parce que je voulais pas porter de pantalon, on me disait que j'étais trop féminine. Et c'était vraiment bizarre. C'était la première fois qu'on me faisait une différence entre les filles et les garçons. Et non, c'est la première fois qu'on mettait le doigt sur être une fille, c'est mal. Qu'il faut Mm. être garçon manqué, qu'il faut être cool, et que d'être cool et intelligent, c'est égal à garçon. Et que moi, en voulant porter des robes et en chantant des petites chansons, en cueillant mes fleurs, c'était vu comme négatif parce que c'était trop référence à être une fille. Mm. Et donc de le voir pas si jeune que ça, en fait, à 8 ans, on a déjà quand même un bon sens de réflexion. Et c'est quand ça arrive à ce moment-là, c'était hyper étrange. Et du coup, il a fallu que je joue le jeu d'être garçon manqué. Et donc très rapidement, j'ai même voulu. C'était au tout au début que les gens parlaient de trans, je me rappelle. Il y avait eu un truc qui était sorti là-dessus. Et je m'étais dit, ben, quand je grandirai, je deviendrai un homme. Parce que clairement, j'ai compris que ça m'avait vraiment foutu le truc d'en fait être une fille. C'est hyper pourri, c'est négatif, c'est mal. On est vu comme stupide, on est vu comme plus bas que le garçon, tout ça. Et donc, je m'étais dit ça. Et j'étais devenue très garçon manqué et très anti-fille, en fait. Et tout ce qui était rose, tout ce qui était typiquement fille, pourtant, enfin, bref, voilà, tout ce qui était vu comme typiquement fille, je l'ai mis de côté. Et ça m'a pris longtemps à sortir de ça. J'étais très, très garçon manqué à l'adolescence. Et ensuite, euh, suite à tout un cheminement, je me suis convertie à l'islam à 18 ans. Et je suis partie en Turquie et en Macédoine, en Albanie, en Bulgarie. J'ai fait un petit tour et j'ai vécu avec beaucoup, beaucoup de musulmans. Et là, j'ai retrouvé la beauté d'être une femme. Donc, faut oublier tous les stéréotypes de l'islam qu'on voit ici en Europe, parce que c'est pas du tout ça que j'ai vécu. Et en allant en Turquie, et j'habitais à Londres à l'époque, et j'avais plein d'amies irakiennes. Et en fait, toutes, elles m'ont montré la beauté de porter des jupes longues, un truc basique. Elles m'ont dit, quand j'étais en Turquie, j'étais arrivée avec mes sarouels et tout, machin. Et ça, non, ici, il faut que tu portes une jupe longue ou une robe longue. Si tu mets une jupe, tu mets une jolie chemise avec. C'était très classe, en fait. C'était pas juste les robes noires, tu vois. C'était des trucs en soie, avec des petits foulards en soie, toutes les couleurs. Et elles m'ont fait un relooking, les femmes de là-bas, où d'un coup, j'avais le petit foulard en soie autour du cou, avec le petit nœud, la petite chemise à froufrou. Vraiment pas du tout de la mode européenne, mais je me suis sentie hyper belle et femme. Alors j'avais que 18 ans, hyper garçon manqué et tout. Et d'un coup, je me suis rendu compte à quel point de porter ces vêtements, ça a changé ma posture, ça a changé comment je me montrais. Genre les quelques premières semaines, je jouais avec les enfants. Il n'y a pas que du positif dans ça, attention. On va dire la première semaine, j'ai beaucoup joué. En fait, je connaissais personne. Je suis allée chez des familles de personnes que j'avais rencontrées en Europe. Donc je suis arrivée là-bas en Turquie, je connaissais pas les gens. Je suis restée chez des grands-mères, des tatis, tout ça. Je vous raconte un peu ma vie. Mais je trouve que c'est important et intéressant à ce moment-là. Et donc, je jouais avec les enfants, je courais un peu partout. Et à un moment, il y a une grand-mère qui m'a dit, écoute, dans notre pays, c'est pas correct qu'une femme de ton âge fasse du toboggan, saute partout avec les enfants. En fait, maintenant, à ton âge, tu es considérée une adulte et il faut que tu te tiennes d'une certaine manière, sinon tu vas être mise à l'écart, quoi. Tu vas être vue comme quelqu'un de hyper bizarre. Et je me rappelle, ça m'avait tellement saoulée. Toute la soirée, j'ai eu un grand débat. Donc, j'apprends les langues très rapidement. Donc, en quelques jours, je parlais turc. Et donc là, j'ai eu ce grand débat avec cette mamie. Comment moi, je pensais, comment je voyais la vie, que c'était vraiment injuste ce qu'elle disait et tout. Mais elle a dit, écoute, c'est comme tu veux. Mais malheureusement, ici, dans ce pays, c'est pour ta protection à toi. Il vaut mieux que tu te fondes à la masse. Donc, j'ai accepté. Et donc, elles m'ont fait ce relooking. Et pendant les prochaines semaines, j'étais habillée vraiment comme une femme et ça m'a reconnectée à plein de choses.
d'être habillée féminine et d'apprécier être une femme. Et ensuite, il y a eu tout le reste. Ce qui est venu avec, c'était d'un coup, j'étais respectée en tant que femme parce que j'étais potentiellement une future porteuse d'une future génération. Et en Turquie, dans la communauté dans laquelle j'étais, c'était vu avec très grande estime d'être une femme et d'arriver à un âge mature, justement, où ton futur but, c'est d'être maman et d'être une épouse. Mais c'était vu comme quelque chose de tellement beau et tellement glorieux que ça m'a refait réfléchir à ce que c'était que d'être une femme. Et ensuite, quand je suis revenue en Europe, j'ai fait plein de recherches là-dessus, sur qu'est-ce que c'est être une femme, qu'est-ce que c'est être une bonne femme, qu'est-ce que c'est être une bonne épouse, qu'est-ce que c'est être une bonne maman, qu'est-ce que c'est tout ça. Et j'ai recherché ce que plein de cultures disaient. J'ai lu beaucoup de livres sacrés et j'étais vraiment en quête de qu'est-ce que c'est être une femme. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, je suis encore à fond là-dedans parce que ça a été un truc bouleversant pour moi de me rendre compte qu'en fait, je suis femme et que c'est hyper beau d'être une femme. Bref, on va arrêter là. Si on veut en parler une autre fois, on peut. Donc, j'ai créé cette expérience parce qu'au fil de nombreuses années de travail auprès des femmes, j'ai fait un constat. Tant de femmes sont déconnectées de leur propre expérience d'habiter un corps. Au-delà d'être dans un corps de femme, juste d'être dans un corps. Non pas par manque d'intérêt, non pas parce qu'elles font quelque chose de travers, mais parce qu'on ne nous a jamais appris à nous écouter. Ou c'est très rare, très peu d'entre nous ont appris à nous écouter. On nous a appris à améliorer notre corps, à le transformer, à le contrôler, à le présenter aux autres. Mais peut-être ne nous a-t-on pas appris à simplement être avec ce corps, être dans ce corps. Depuis 7 ans, je travaille sur la guérison de l'utérus, comme je disais tout à l'heure. J'ai fait ce travail pour moi-même et j'ai aussi accompagné près de 2000 femmes sur leur chemin de guérison. Et maintenant, depuis quelques mois, je me pose des questions très différentes. J'ai compris que la guérison n'est qu'une étape dans tout ça. Ça ne peut pas être le but final. À quoi bon guérir de quoi que ce soit dans la vie? Dans tous les cas, on en meurt à la fin. Alors, on guérit pas parce qu'on veut aller mieux nécessairement ou 100% parfaite, mais parce qu'on veut atteindre un niveau de joie, donc le plaisir. Et je souhaite proposer une autre question aujourd'hui. Pas comment puis-je me réparer? Parce que ça, c'est la question que j'ai depuis des années par rapport à j'ai de l'endométriose ou j'ai subi telle ou telle chose ou j'ai eu un accouchement traumatique et maintenant, comment je me répare? Comment je me répare après tout ça, en fait? Et là, maintenant, la question que je pose, c'est comment puis-je approfondir ma relation avec moi-même? Parce qu'on ne va pas toujours se réparer, et même si on peut réparer énormément de choses, et parfois on va tout réparer. C'est sûr que c'est possible. Ça, j'y crois à 100%. Mais si on a tout le temps, si on est tout le temps en quête d'un but dans tout ça, le risque, c'est qu'on n'approfondisse pas la relation avec soi-même, mais que juste on veuille aller directement à la guérison sans vraiment entrer dans la profondeur, en fait. Et c'est ça que j'entends par l'exploration du plaisir. Il ne s'agit pas d'atteindre un état précis, il ne s'agit pas de jouer un rôle de féminité, par exemple mettre une longue jupe ou quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre non plus. C'est une invitation à explorer, à cultiver la curiosité, à observer ce qui se passe lorsque nous nous donnons la permission de ressentir plus profondément. Car le plaisir au sens plus profond ne se limite pas à la sexualité. Merci Agnès de nous l'avoir rappelé tout à l'heure. Le plaisir, c'est la capacité de recevoir, de percevoir la beauté, d'habiter ses sens, de se sentir connecté à sa propre vitalité. Une tasse de thé chaude, la lumière du soleil sur sa peau, une respiration qui descend plus profondément. Un moment où on ne cherche plus à fuir, mais à être. Et peut-être que l'expérience réside dans ceci. Que se passe-t-il lorsque nous cessons de demander à notre corps de nous servir et que nous commençons à lui demander: qu'essaies-tu de me dire? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu veux?
Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous donner une nouvelle liste de règles. Je ne suis pas là pour vous dire ce que votre expérience devrait être. Je suis là pour créer un espace où vous pouvez être à l'écoute, où vous pouvez explorer, où vous pouvez renouer avec quelque chose qui vous a toujours appartenu. Votre propre corps, votre propre plaisir, votre propre présence. Alors, bienvenue dans cet espace-là. Et je suis tellement heureuse que vous soyez toutes là ce soir. Alors, comment ça résonne tout ça en vous? Je pense que je sors aussi d'une période de vacances et du coup, ça reconnecte à ce genre de choses parce que quand on a un peu de temps pour souffler, pour ne pas avoir tout le temps quelque chose à faire, ça laisse un peu de place pour ça, pour faire des choses qu'on fait pas le reste du temps et qui nous procurent du plaisir et qui sont finalement super simples pour la plupart, mais voilà, qui n'ont pas de prix. J'ai retrouvé le plaisir de me lever en pleine nuit pour aller voir les étoiles, enfin, des choses qu'on s'autorise pas forcément à faire parce qu'il y a boulot le lendemain ou parce que voilà, mais en fait, quand on a du temps devant soi, on fait ce qu'on a envie en fait. C'est un super exemple. Ah mais je suis tellement alignée avec tout ce que tu viens de dire. J'ai fait la même chose que toi, je me suis surprise à regarder les étoiles et à me dire: «Mais pourquoi j'avais oublié de faire ça?» Mmh, Pourquoi je voyais même plus, enfin, je voyais plus rien et en fait, là, ça t'écarte tout ce que tu tout ce brouillard du travail et en fait, ça te laisse la place à juste, être. mmh, Voilà et du coup, dans ça, moi, je trouve quand même qu'il y a un lien avec le je sais pas si vous, ça vous le fait, mais en tout cas, moi, quand j'ai cette paix-là et ce temps et je peux regarder et voir que là, les feuilles, elles ont changé de couleur parce qu'il y a le soleil qui s'est mis dessus, elles sont oranges et c'est magnifique et je plane, en fait, tout le temps, c'est trop bien et ben, je trouve que au niveau du plaisir sexuel, c'est décuplé. mmh, Vraiment, il y a un lien quand même de plus on est présent, à soi et au monde et plus et ben, en final, les ressentis de notre corps, on les ressent mais fois 10. Et c'est ouais, je sais pas si c'est logique, ce lien-là, je pense que oui, mais moi, en tout cas, je le remarque, énormément. Oui, totalement. En fait, quand on est présente, tous nos sens sont plus allumés. Quand Ouais. tu manges, ça a tellement de goût. Quand tu bois, quand un toucher sur le corps, tout le sexe, tout va être tellement meilleur si tu es là, tu es Mmh. présente et Mmh. tu n'as plus la tête dans toutes les pensées du quotidien. Tu es là, en fait, à 100%. Ouais. Elena, est-ce que tu as envie de partager quelque chose par rapport à tout ça? Ben, moi, je suis hyper d'accord sur, le fait que la contemplation, en général, c'est très important et en fait, j'ai remarqué, je me suis un peu, je sais pas, il y a 3 semaines, un mois, je me suis un peu, mise à réfléchir sur c'était quoi ce qui se passe dans ma tête, les petites pensées qui peuvent parfois être un peu parasites et passer une journée avec elle un peu et voir ce qui venait et je remarquais que c'était vraiment essentiellement de la contemplation, en tout cas à ce moment-là. Et ça m'a fait grave du bien de voir ça, même si je pouvais avoir parfois un petit peu de tristesse qui arrivait. Enfin, j'étais dans une période un peu mélancolique, mais pas de souffrance, mais un peu. Enfin, c'était pendant ma période de règles, donc toujours ça à ce moment-là. Mais ça m'a fait vraiment du bien de réaliser que c'était vraiment ouais, je sais pas, des odeurs, des vues, des paysages, comme si j'avais, ouais, vraiment des petites phrases, toutes simples, qui me venaient, mais juste de ce que je vois, c'est ou ce que je sens ou ce qui se passe, de moi là, à ce moment-là, c'est ce qu'il y a dans ma tête et c'est ce qui se décrit dans ma tête. Donc ça m'a fait du bien de réaliser ça.
Mm. Ça me rappelle. Je propose des cérémonies de cannabis de temps en temps, où je fais pas de la pub sur Instagram, du coup. Ça reste en Ouais. privé. Si jamais ça vous intéresse, vous me dites. Mm. Et en fait, le but de cette cérémonie, c'est ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, dans le speed des choses, on a plein de pensées qui viennent et qui s'arrêtent parce qu'il faut faire autre chose. Donc, comme tu dis, par exemple, tu aurais senti un truc, et si tu avais eu le temps, tu serais parti dans tes pensées là-dessus, tu aurais réalisé des choses de la vie basées sur juste une odeur ou quelque chose de beau qui passe. Ou parfois, on a des pensées plus profondes, genre pour un business ou pour une pensée sur autre chose, mais on le coupe parce qu'on a des choses à faire. Et le cannabis, ce que ça permet, c'est qu'en fait, ça force ton corps à être en contemplation. Donc, soit on le fait, on se donne le temps, on prend 3 semaines et on arrête tout. La cérémonie, c'est sur une journée ou un week-end. Et en fait, ce qu'elle fait, cette plante, cette médecine, c'est elle pose toutes les pensées du quotidien pour réveiller toutes les demi-pensées que tu as eues, ou les petits bouts de pensée comme ça. Et d'un coup, fou, elles viennent à l'avant et tu vas avoir la pensée complète. Et dans les cérémonies de cannabis, j'ai des femmes qui ont créé des business parce qu'elles avaient tellement d'idées par-ci par-là dans la vie qu'elles n'avaient jamais pris le temps de poser, en fait, que là, d'un coup, tout se vidait et elles pouvaient se concentrer et ramener toutes ces demi-idées qu'elles avaient eues au cours des dernières années, tout noter. On fait beaucoup d'écriture et ensuite on parle aussi. Ça aide beaucoup à dénouer la langue et à ramener plein d'idées. Donc c'est très intéressant ce que tu dis parce que vraiment, et d'ailleurs pour moi le cannabis c'est la plante mère, c'est une plante très très féminine parce qu'elle nous permet d'être dans la contemplation, de poser la tête. Et c'est super si on arrive justement sans plante du tout. Mais quand on a le temps, on peut faire ça. On peut laisser toutes les petites idées se développer. C'est ça qui est super beau. Alors, là, j'aimerais vous proposer la première pratique de ce soir. Ok, donc là, vous pouvez poser l'appareil à côté. Mettez-vous bien confortablement. Allongez-vous bien confortable. Si vous entendez des sons de mon côté, essayez de juste les accepter tels que c'est. On va prendre une grande respiration par le nez et souffler par la bouche. Et sentez votre corps et votre respiration qui ralentit tranquillement, qui se pose à l'aise, confortable. Et tout votre corps est soutenu par votre lit ou votre canapé. Vous êtes bien, bien à l'aise. Bougez pour vous mettre dans une position vraiment très confortable. Et j'aimerais que vous veniez poser vos 2 mains sur votre utérus. Donc la manière dont on fait ça, si vous ne savez pas, on met les 2 pouces sur le nombril, sur le bas du nombril, et vous posez donc le reste de la main vers le bas, et en fait, là où elle tombe naturellement, ça va être votre utérus et vos ovaires. Et avec vos mains ici, vous allez sentir, observer, qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que l'espace est chaud ou froid ou tiède par rapport au reste de votre corps? Est-ce que vous vous sentez ballonné? Est-ce que c'est confortable ici ou est-ce qu'il y a un petit peu d'inconfort? Dans le taoïsme, on dit que les ovaires sont des organes de divination, que les femmes ont la puissance de diviner les choses en posant leurs mains sur cet espace ici, sur les ovaires,
Donc en posant vos 2 pouces sur le bas du nombril, les mains naturellement vont se poser là où sont les ovaires. Et dans le petit triangle qui se forme, ou là où sont vos index, derrière, ça va être l'utérus, l'organe même. Très très bas dans le bassin, plus bas que ce qu'on imagine. Un tout petit organe. Et dans mes propres réalisations, j'ai réalisé qu'au-delà des ovaires, l'utérus en lui-même est un organe de divination. Déjà, on peut se rendre compte que l'utérus, c'est l'espace où se crée la vie. Donc, c'est pas un organe anodin. C'est pas un foie. C'est pas un estomac. C'est vraiment un organe très, très mystique. Là où la création d'une âme humaine se fait. C'est un organe qui tient une puissance mystique et spirituelle très, très puissante. C'est un portail magique. Et en se connectant à cet espace, on peut avoir accès à ce portail magique. Ça ne sert pas qu'à créer des enfants. Et c'est ça la magie de se connecter à son corps de femme, c'est se rendre compte qu'on n'est pas ce qu'on a cru être toute notre vie. Ce corps bien physique est beaucoup plus qu'un corps physique. Et c'est là que la différence entre les hommes et les femmes se fait réellement. Tout le reste, on peut dire que c'est pareil. Mais cette magie-là, elle nous appartient à nous. Et c'est aussi un organe, peut-être à cause de cette magie, de ces secrets, de ce mysticisme, de cet inconnu. Peut-être que c'est à cause de ça aussi qu'il a été dénigré. C'est un espace qui peut nous amener beaucoup de douleur. Et pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, pendant beaucoup de générations, les hommes, dans leur incompréhension de cet organe mystique, ont rabaissé les femmes. Et malheureusement, ont réussi à nous faire croire que cet organe n'était que pour la création d'un enfant, et surtout qu'à cause de ça, pour je ne sais quelle raison, nous étions inférieurs. Et il est temps de se rendre compte à quel point tout ça, c'est faux. Et au-delà de cette souffrance sociale ou psychologique, beaucoup d'entre nous ont souffert des souffrances physiques dans cet organe, que ce soit dans des menstruations difficiles et douloureuses, dans des relations sexuelles douloureuses, dans des maladies, dans des grossesses ou des fausses couches ou l'infertilité. Beaucoup d'entre nous ont vécu des douleurs ici. Et on en vit encore tous les jours, ou très souvent. Mais en fait, cet organe-là, il n'est pas censé vivre dans la douleur. Nos règles ne sont pas censées être douloureuses. Et c'est tout à fait OK qu'elles le soient.
Mais quand on se reconnecte à notre puissance et à la magie de cet espace, on peut passer par les étapes de guérison, comme je disais tout à l'heure, pour les douleurs, et arriver enfin au plaisir et à la joie. On peut déployer la magie de cet organe que se propage dans tout notre corps, dans tout notre être. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu beaucoup de livres sacrés et j'ai été rappelée de ça cette semaine ici en Écosse, où dans les traditions masculines, les religions et les cultures où le Dieu est masculin, le plaisir est vu comme quelque chose de négatif. Toutes les traditions, toutes les religions depuis le début des temps acceptent et, et disent que l'être humain cherche le plaisir, que tout ce qu'on veut, c'est être heureux, prendre du plaisir dans la vie, que c'est le but de toute action. Et dans les traditions masculines, c'est vu comme négatif. Il faut s'en empêcher pour l'avoir dans l'au-delà. Et dans toutes les religions féminines, avec les déesses, le plaisir est encouragé. Le plaisir est en fait le but. Effectivement, on cherche à être heureux. Tout ce que l'on fait dans notre vie, c'est parce qu'on a envie d'être heureuse. Peu importe les moyens, peu importe ce que l'on cherche à faire, ou comment, le but, en fait, c'est on a envie d'être bien. Et c'est pour ça que souvent, quand on discute en conversation personnelle, je vous dis, vous venez avec une histoire et je vous dis, mais quel est le plaisir dans cette histoire? Et vous me dites, mais c'est pas du plaisir, je souffre dans ça. Mais en fait, il y a toujours une raison derrière pourquoi on fait quoi que ce soit et c'est le plaisir. Et c'est important d'aller questionner tout ça. Et là, cette semaine en Écosse, en me connectant aux traditions féminines, encore une fois, j'ai été montrée que le but et le chemin de la vie, c'est le plaisir et qu'il faut arrêter de s'en empêcher. Que c'est à nous de nous donner la permission, de nous autoriser et d'aller à fond dans ce qui nous fait plaisir. Et je parle ça aujourd'hui en connexion avec l'utérus parce que nous sommes des femmes. Nous sommes des représentations de toutes ces traditions féminines, que depuis le début des temps, les femmes s'autorisent le plaisir. Et nous aussi, on peut se l'autoriser. Il n'y a rien qui nous en empêche. Et donc là, je propose un moment où je vais arrêter de parler et vous allez tout simplement, en posant vos mains ici, écouter. Il n'y a rien de spécifique à entendre ou à observer, mais juste écouter votre corps. Observez ce qui se passe avec vos mains ici. Est-ce que vous ressentez des émotions? Est-ce qu'il y a des couleurs, des températures qui changent? On ne cherche pas spécialement à recevoir un grand message de l'au-delà, mais peut-être qu'il y en aura un. Mais juste écoutez ce que votre corps et votre utérus et vos ovaires vous transmettent dans ce moment.
Hmm. Vous pouvez prendre encore une grande inspiration, souffler. Et vous pouvez aussi parler à votre corps. Ce qui est très intéressant, j'ai oublié de vous demander à quel moment vous êtes dans votre cycle. Et ce qui est très intéressant, c'est de faire ça pendant les règles. Pendant nos moments de saignement, les ovaires et l'utérus sont très, très, très actifs. Et ça peut être équivalent de prendre des plantes hallucinogènes. De faire ça en s'endormant, poser les mains ici. On peut poser des questions à notre corps et recevoir des réponses. Ou on peut partir en voyage chamanique, ça peut être très puissant. Et les règles en général sont un temps très puissant où on a envie de se déconnecter de la société, on a envie d'être seul. Et en fait, c'est un moment pour rentrer en méditation. On peut rentrer en méditation très profonde. Donc là, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais vous pouvez dire à votre corps que vous reviendrez dès que possible, même dès ce soir, en vous endormant, ou dès demain matin, en vous réveillant. Vous pouvez poser vos mains de suite sur cet espace, vous caresser le ventre, amener de la douceur et vous reconnecter dès le matin. Là, quand vous vous sentez prête, vous pouvez revenir. Et dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle Intelligence sacrale et féminin sacré, dévotions à Tayoni, j'ai inclus 9 différents rituels que vous pouvez faire chez vous. Donc, si vous n'avez pas déjà le livre, en ce moment, le e-book, je le fais à 15 €. Si vous avez envie d'aller plus loin là-dessus, je mets ça au passage. Et certains rituels se font avec certaines plantes, des pierres. Et quand vous prenez le coffret, il y a tout dedans inclus avec le livre pour faire vos rituels chez vous. Si ça c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, on peut en parler à part. Ce soir, c'est pas pour ça. Mais il y a ça qui existe aussi. Ah. Donc le plaisir, c'est quoi? Tout simplement, pour moi, le plaisir, c'est se faire du bien. Ça peut être recevoir, comme on disait au début, recevoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, mais aussi recevoir de l'extérieur, mais aussi se l'offrir, recevoir de soi-même, s'offrir un délicieux gâteau, se faire offrir le resto, se poser avec un bon livre ou sa série préférée même. Tous les petits plaisirs du quotidien. On pense souvent que se faire plaisir, ça représente quelque chose de grand, de cher, d'extravagant ou de surdimensionné. Du genre, oh là là, elle s'est fait plaisir avec ses vacances à Bali. Ou si on dépense beaucoup d'argent sur quelque chose qu'on aime, on va dire, oui, bah, je me suis fait plaisir. Comme si les plaisirs n'étaient que gros et aussi comme si c'était quelque chose qu'on devait défendre, ou on devait avoir honte, qu'on devait s'en justifier, qu'on devrait se justifier. Et là se pose la question, est-ce que le plaisir se mérite? C'est aussi une question que j'aime beaucoup poser. Est-ce que le plaisir se mérite? Doit-on accomplir quelque chose avant de recevoir l'accès au plaisir? Doit-on finir de faire... Ah oui, ça c'est quelque chose que... Doit-on finir de faire le ménage avant d'aller faire pipi? Doit-on finir la vaisselle avant de manger?
Doit-on avoir, si mon français n'est pas correct, pardonnez-moi, hein, doit-on avoir bien travaillé ou avoir eu un succès à quelque chose pour s'offrir ou recevoir un petit plaisir? Ça rejoint aussi ce dont on discutait avec Agnès. Et je pense qu'avec Elena, peut-être qu'on en a parlé aussi. Mais où est la limite entre un plaisir et un droit? Donc ça, pour moi, c'est hyper important d'en parler parce que j'ai plein de femmes qui viennent à moi avec qui on a cette conversation. Qui, par exemple, euh, genre faire pipi et manger, par exemple, ce ne sont pas des plaisirs. On est d'accord? Ce sont des nécessités du corps humain, mais on a été élevé à confondre où est cette limite. Par exemple, voilà, comme je connais des femmes qui réellement se disent qu'elles doivent finir au moins l'aspirateur avant d'aller faire pipi. Genre, elles sont en train de faire le ménage, elles ont grave envie de faire pipi, mais c'est comme un challenge presque. Il faut que je finisse de faire cette étape avant de pouvoir m'offrir le plaisir d'aller aux toilettes. Et, et ça lui donnerait le mérite d'aller aux toilettes comme si c'était une récompense en fait. Et est-ce que vous faites ça vous aussi ou pas? Vous n'êtes pas dans cet extrême-là? Ok. Et en fait, ça, je pense, ça vient de l'idée de la récompense versus la punition, le paradis et l'enfer. Donc même quand on n'a pas été élevé dans la religion, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas été élevée dans la religion, c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus tard. Mais les cultures sont restées dans cette idée du paradis et l'enfer, le bonbon ou le coucher sans dessert. Et maintenant qu'on est adulte, on continue de se traiter ainsi alors qu'on détestait ça déjà à l'enfance. Donc on ne connaît pas ou plus la limite entre un plaisir et une nécessité. Car euh, on disait par exemple, tu attendras la fin de la classe pour aller faire pipi. Comme si c'était une récompense ou comme si on faisait une bêtise en demandant d'aller aux toilettes. Même rien que de le demander, c'était interdit presque. Et ensuite, on fait aussi la confusion entre les plaisirs sains et les plaisirs malsains. Donc ça aussi, je voulais en parler aujourd'hui. Quand on nous a dit avec la même ferveur et sans explication, si tu veux un bonbon, tu devras d'abord finir ton repas. Et alors, si tu veux aller faire pipi, tu devras attendre la fin de la classe. Et même si tu veux te reposer, tu devras avoir fini tes devoirs. Donc les bonbons, le pipi et le repos sont mis au même niveau, ça devient la récompense. Alors que le bonbon, c'est un désir malsain. C'est juste pour l'exemple, j'expliquerai après. Le pipi, c'est une nécessité et le repos aussi. Et en fait, c'est devenu des récompenses. Donc pourquoi c'est destructif? Numéro un, ça nous fait croire que le plaisir doit se mériter, car on pense qu'un plaisir est une récompense. À chaque fois qu'on a voulu se faire plaisir sans l'avoir mérité, on nous a fait comprendre que c'était interdit. Donc maintenant, on croit qu'un plaisir se mérite. Je ne peux pas acheter ces chocolats, par exemple, parce qu'ils sont chers, sans raison. Ça n'a aucun sens. Il faut une raison. Et si on n'en trouve pas, mais qu'on veut quand même acheter les chocolats chers, alors on va soit se sentir coupable, soit le cacher comme si c'était un secret, ou soit devoir, on va toujours chercher une raison. Genre, si quelqu'un nous voit acheter ses chocolats chers, c'est comme si on n'avait pas le droit de dire, ah, mais tiens, c'est un cadeau, ou tu offres quelque chose, comme si c'était pas possible de juste se dire, ben, en fait, non, juste je les veux, et puis voilà. Donc, bien sûr, on peut aussi faire ça, mais très souvent, il y a cette idée derrière la tête que c'est presque interdit. Deuxièmement, c'est aussi dangereux car ça met au même niveau les besoins et les plaisirs. Donc non, faire pipi n'est pas un plaisir et ni manger, ni quoi que ce soit de l'ordre des besoins. Il est impératif de changer cette notion, car là aussi ça devient dangereux pour certaines personnes. Par exemple, quand on se dit je mangerai une fois que j'aurai perdu 1 kilo, je mangerai une fois que j'aurai fait mon sport, etc. Ou même manger, on peut s'en rendre malade parce qu'on a tellement l'impression que même manger c'est un plaisir, au lieu de se rendre compte que c'est un besoin banal du corps humain en fait. Troisièmement, c'est dangereux aussi car ça met au même niveau les plaisirs de joie et les cochonneries. Donc là, je vais expliquer. C'est ça que je disais, sain versus malsain. Par exemple, quand tu étais enfant, si tu voulais un bonbon, au lieu de te dire, c'est une généralité, je ne sais pas ce que vos parents vous ont dit, hein, mais au lieu de dire, par exemple, tiens, voilà le bonbon, mais je te le déconseille de le manger car c'est mauvais pour ta santé, j'en mets sur la table à côté des bons fruits sucrés qui sont bien juteux et délicieux, et tu fais ton choix. Voilà. Mais au lieu de dire ça, souvent, on nous a dit non.
sans raison, ou alors tu en auras après manger. Donc l'interdiction les a rendus un privilège, donc une récompense, donc un plaisir. Et ça n'a pas été, enfin voilà, donc c'était le bonbon ou la chose qu'on a voulu, au lieu de nous dire non parce que c'est malsain, on nous a juste dit non, au même titre que tous les autres non. Histoire personnelle pour moi, on avait toujours des bonbons dans le placard à bonbons, quand on nous en offrait, je sais pas, à Halloween, aux anniversaires ou quoi. Et en fait, comme c'était pas du tout interdit, et beh, ni un on s'en foutait, en fait. Ça a jamais été rendu privilège d'avoir des bonbons, on s'en fichait avec mes sœurs, on les mangeait même pas, et je me rappelle quand on avait des copines qui venaient à l'école, qui venaient à la maison et qui voyaient nos placards de bonbons, tout ce qu'elles voulaient, c'était de dévaliser ce placard et donc on leur en donnait, elles les mangeaient en cachette avant que leurs parents venaient les chercher. Alors que nous, on s'en foutait parce que notre mère nous a jamais dit que c'était interdit, c'était juste: «Bah, c'est là, c'est dégueu, mais c'est là si tu les veux, quoi», donc donc en fait, on s'en foutait un peu. Mais si tu compares ça à si tu avais faim en attendant que ta mère cuisine et tu lui as demandé si tu pouvais manger une pomme, par exemple, qui traînait sur la table et elle t'a dit: «Non, on va bientôt manger». Tu attends et tu la mangeras après. Donc là, le message, c'est que ce soit un bonbon ou une pomme, c'est le même genre de plaisir interdit. Donc à l'enfance, on savait déjà que les bonbons étaient moins bons pour la santé que les pommes, par exemple, mais dans l'inconscient, l'histoire d'attente du privilège, elle s'est ancrée au même niveau. Donc d'attendre quelque chose qui est sain et quelque chose qui est malsain, le non, il a été pareil. L'interdiction était la même sans explication, souvent sans explication. Donc maintenant, en tant qu'adulte, c'est le même genre de plaisir comme une cigarette ou un verre d'alcool ou autre. Par exemple. Par exemple, tu pourrais juger être au même niveau la situation 1. J'ai bien bossé cette semaine, donc ce soir, je sors avec mes potes et tu sais quoi, je vais même me fumer une clope dès que j'arrive au bar. La situation numéro 2, j'ai bien bossé cette semaine, donc je rentre à la maison, je me fais couler un bain, je me fais un gros mug de ma nouvelle tisane. Et en fait, la sensation est la même. Il y a l'attente, il y a le travail dur, il y a le mérite d'une récompense et le plaisir qui est bien mérité à la fin. Alors qu'en fait, la raison pourquoi tu ne le fais pas tous les jours est très différente. La raison pourquoi tu vas pas tous les jours, à part si vous fumez tous les jours, hein, ça c'est je suis pas du tout là pour juger, hein, c'est vraiment un exemple. Et je suis pas en train de juger ce qui est bon ou mauvais ici ce soir. C'est juste pour montrer, c'est vraiment des exemples. Mais la raison, si tu es pas fumeur du coup, la raison pourquoi tu vas pas tous les jours te dire: «Ce soir je fume une clope avec ma bière», c'est qu'il y en a une qui est mauvaise pour la santé et tu pourrais te sentir coupable de fumer tous les jours pour ta santé ou ça serait mauvais pour ta santé, donc tu ne le fais pas tous les jours. L'autre option de te faire couler un bon bain chaud, de te faire un gros mug de ta tisane préférée, c'est une raison très différente pourquoi tu la fais pas tous les jours. C'est parce que l'autre, tu te sentirais coupable parce que tu n'as pas d'abord travaillé pour la mériter. Et ça, c'est l'exemple du bonbon et la pomme. Le malsain versus je ne mérite pas. Donc encore une fois, je ne juge pas du tout ce qui est mauvais ici ce soir. Je montre comment la pensée peut être confuse. On a posé au même niveau le besoin, la récompense et le malsain. Et pourquoi? Parce que les 3 ont été interdits sans raison valable. Et même nous, on s'interdit plein de choses. Genre tous les soirs, si tu veux, tu peux prendre un bain et boire ta bonne tasse, enfin ta bonne tisane. Il y a rien de négatif à ça, mais on ne s'autorise pas des plaisirs, alors on se fait des interdictions sans raison, en fait et sans explication, comme si on était un enfant et qu'on lui disait juste: «Non». Pourquoi? Beh, parce que je lui ai dit: «Non», voilà. Alors maintenant, à l'âge adulte, on ne sait toujours pas distinguer entre les 3 et on les appelle tous les 3 nos plaisirs. Je préfère vous voir, sinon j'ai l'impression de parler à personne, c'est trop bizarre. Ouais, je comprends. Est-ce que vous voulez partager un peu vos pensées sur, cette idée de mérite et est-ce que c'est quelque chose que vous faites vous ou qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je pense que j'ai vraiment vécu dans ce truc-là par rapport à notamment, j'en parlais au début, mais la peinture. Je ne m'autorisais pas déjà d'être créative. Je ne m'autorisais pas. C'était pas moi, c'était mon frère, c'était ma mère, c'était ma grand-mère, mais moi non, hein, moi, pas du tout, hein. Donc je m'auto disais non, alors que c'est un plaisir,
mais ultime de sentir la peinture, de voir, de machin. C'est incroyable. Et ben, je pensais que je m'autorisais, et en fait, je me rends compte que je m'autorisais pas de peindre sur des grands formats parce que je le méritais pas. Je le méritais pas parce que j'étais pas assez douée, parce que j'avais pas atteint un stade d'artiste. Et là, je suis allée sur un coup de tête m'acheter la plus grande toile de chez Cultura et j'étais comme une enfant à qui on fait un cadeau. J'étais, ah, mais c'est 25 euros, mais c'est cher, mais vas-y, let's go, je m'achète une toile à 25 euros, je sais pas ce que je vais peindre. Et vraiment, le sentiment d'être une enfant, moi-même, je suis une adulte avec de l'argent et je fais un cadeau à mon enfant intérieur qui a trop envie de s'amuser avec une grande toile. Ben en fait, je me l'interdisais. Donc ce que tu as évoqué là, c'est exactement ce que je faisais. Je m'interdisais de vivre mon plaisir sans aucune raison valable. Aucune. Wow. C'est exactement Mm. ça. Ouais, Et toi, vraiment. Elena, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je crois que le plaisir, pour moi, ça a toujours été une curiosité et je me suis c'était pas comme ça dans mon enfance, mais en tout cas, dès que j'ai été, adulte, on va dire et que j'ai eu, un peu plus de moyens, j'ai tout de suite été à l'aise avec le fait de me faire plaisir, pas seulement pour des occasions ou quoi que ce soit. J'ai pas trop, ce sentiment de devoir mériter quelque chose, genre, si j'ai fait un bon travail, je vais m'acheter ça pour me récompenser. Enfin, ça me va très bien de m'acheter quelque chose, avant, pendant, après ou m'acheter, enfin, entre guillemets, enfin, c'est des plaisirs qui s'achètent pas, mais du coup, je dirais ça dépend plutôt de comment je me sens et ma curiosité vers où elle va, si elle a envie d'être, de se faire plaisir ici ou là. Dans la nourriture, par exemple, ça peut arriver. Après, après moi, mon truc, c'est de canaliser, d'essayer de canaliser un peu et de pas trop aller dans l'extrême parfois. Hem, mais sinon, non, je suis plutôt partisane de se faire plaisir, et enfin, de grave. Genre vraiment, j'aime trop moi, m'acheter des choses, même dans par exemple, j'ai un truc à faire hyper important, je vais mettre de la musique, et danser ou chanter, et «perdre du temps» entre guillemets, mais en vrai, trop important de me faire plaisir. Wow, ça c'est bien. Ça c'est ça c'est Mais fort. c'est récent, tu vois? Je faisais pas enfin, j'ai pas du tout été éduquée comme ça. Moi, par exemple, quand tu disais ton expérience des bonbons quand tu étais petite, moi, après Halloween, nos parents, ils cachaient tous les bonbons, enfin d l 0 accès aux bonbons. Après, j'aime pas les bonbons maintenant, donc je sais pas, tu vois? Il y a pas trop de lien ou pas, genre, j'ai pas créé une obsession avec ça. Mais nous, on avait vraiment un truc de oui, c'était assez strict et là, c'est l'exemple des bonbons, mais ça s'applique un peu à tout de par exemple, oui, fallait finir de faire son cahier de vacances pour après profiter des vacances, Ah moi je ouais, trichais, moi je trichais grave. Mais du coup, je sais pas, je peux pas te dire. wow. Mais ouais, c'était strict par contre. Tu m'étonnes que tu as envie de te faire plaisir tout le temps Ouais, maintenant. voilà, c'est ça. Tu réussi à le relâcher déjà, donc ça c'est chouette. Ouais. Léna, est-ce que tu veux partager un peu là-dessus aussi ou pas? Est-ce que tu es toujours là? Oui, oui, je suis toujours là. Vous m'entendez? Ouais. Hem Et ben, sur cette histoire de placard à bonbons, moi aussi, ça me ça me parle, parce que nous, en fait, j'ai une grande sœur qui a été, obèse, et du coup, ça a beaucoup marqué la famille aussi. Et en fait, elle a été obèse parce que quand elle s'est retrouvée, étudiante, à Lyon, un peu tristoune, et enfin, maîtresse de ce qu'elle mettait dans son caddie, elle s'est, remplie de tout ce qu'elle avait pas eu, enfant chez nous. Et donc tout ce qui Mmh. était, pâte à tartiner, trucs industriels, tout ça, ben, en fait, on a grandi sans, et elle, elle l'a vécu comme un manque. Ah OK.
Et voilà, du coup, il y a eu cette période-là, mais du coup, tout ce qui était lié à la nourriture, le question entre le plaisir et la culpabilité tu vois, ou le truc, mon père pendant 10 ans, il était trop fier de dire, j'ai cuisiné, il y a pas un pet de gras. Et en fait, quand il allait au restaurant, il disait: «Oh, c'est super bon ce qu'on mange, ça change de la maison et tout ça». Bah oui, mais en fait, ils mettent du gras parce que Il y a le du gras sucre, du sel et du gras dedans. voilà, le gras, ça existe et c'est pas à bannir, forcément. Enfin voilà, mais du coup, on a une, ouais, culture familiale un Mm. peu marquée par ça, les questions de plaisir et ouais, mériter, oui ou non. Enfin, Mm. je sais pas Oui, si la c'est vraiment limite entre lié, le super plaisir et l'extrême, quoi. ouais, Wow. Bah, c'est mais hyper intéressant, les vécus différents, et quand même, ça se rejoint. mmh, On vient toutes, même si on a des âges différents. Enfin, je pense surtout, Elena, tu étais à l'âge tu dois être quand même bien plus jeune que nous trois autres, mais on vient toutes quand même de générations où on avait des parents comme ça, quoi, en général, qui étaient un peu stricts sur les bonbons et les trucs comme ça. Après, moi, non, parce que je viens d'une famille complètement de hippies, mais, mais je sais que tout le monde autour, c'était comme ça. Comment on remet de l'ordre entre ces choses et comment on commence à reconnaître notre plaisir dans tout ça? En fait, on ose se poser la question et on ose se donner ce dont on a besoin. Ça commence par, entre les trois exemples qu'on a, il faut d'abord reconnaître le besoin. Donc là, ça revient aussi par rapport à l'histoire de Léna avec sa sœur, que maintenant tout le monde se prive. Et il faut oser se donner ce que l'on veut une fois qu'on a compris que l'on le veut réellement. Donc, premièrement, je veux telle chose. Quelles pourraient être les raisons pour le vouloir? Deuxièmement, si je ne me l'offre pas, pourquoi pourquoi je ne me l'offre pas et pourquoi je ne le mérite pas? Donc, des raisons pour vouloir quelque chose, tout simplement. C'est délicieux, ça sent bon, c'est joli, j'aime ça, j'en ai besoin, c'est cher et ça me donne envie parce que c'est cher. Ou c'est abordable et du coup ça me donne envie parce que c'est abordable. Ou justement, tiens, c'est pas cher, ça me donne envie parce que c'est pas cher. Ou je le veux parce que c'est facile, ou alors justement c'est inaccessible et ça me donne envie. Donc essayer de voir si quand on veut quelque chose, quelle, quelle est la chose qui nous pousse à le vouloir? Donc, c'est un peu de l'auto-analyse. Premièrement, si on se rend compte, en fait, c'est parce que c'est un besoin, tout simplement. J'ai faim. Donc, il y a des choses, on va pas auto-analyser chaque chose. Quand on a faim, on mange et tout ça. Mais je sais qu'il y a des personnes qui, même par exemple, quand elles ont faim, c'est pour ça que je donnais cet exemple-là, elles ne vont pas manger parce qu'elles n'arrivent pas à se rendre compte si c'est un besoin ou si c'est un plaisir. Et là, c'est que c'est devenu un peu grave. C'est là que c'est parti dans une extrême, vraiment trop, trop extrême de je ne mérite pas, alors qu'en fait, le corps a besoin de manger. Donc, si on est à ce point-là, je pense que vous trois, vous n'êtes pas à ce point-là, mais je ne connais pas vos histoires personnelles du quotidien. Mais il faut regarder si c'est un besoin, je le fais en fait. Il faut arrêter de réfléchir, c'est tout. Si c'est pas un besoin, alors est-ce que je le veux car ça me fait plaisir ou est-ce que c'est parce que c'est interdit? Est-ce que je mérite ou est-ce que je ne mérite pas? Et c'est là qu'il faut regarder quelles pourraient être les raisons pour ne pas mériter? Ça va être les mêmes raisons en fait que pour, est-ce qu'on le veut? Donc pourquoi je ne le mérite pas? Parce que c'est trop cher, parce que c'est trop beau pour moi, ou parce que c'est inutile, ou parce que j'en ai déjà, ou «Ah ben c'est pas trop mon genre de faire ça». Alors qu'on le veut, mais on se persuade que c'est pas trop mon genre. Ou un peu comme Agnès avec, tu t'es auto-persuadée que tu étais pas créative, alors que tu es une des personnes les plus créatives que je connais, donc ça m'étonne que tu dises ça. Mais tu t'es auto-persuadé que c'était pas ton genre d'avoir une grande toile parce que, ben voilà, c'est pas pour toi, c'est plutôt pour les autres ou quoi. Donc des fois, on s'auto-persuade qu'on ne mérite pas quelque chose. Donc c'est intéressant d'aller chercher le pourquoi. Pourquoi je mérite pas? Et parfois même, on s'offre des choses alors qu'on ne les veut pas, juste parce que c'est là et c'est pas cher. Comme les soldes.
alors que ça nous donne aucun plaisir. Mais on l'a pris comme une petite récompense, parfois pour avoir résisté au truc cher qu'on voulait vraiment. Je sais pas si ça vous est arrivé ça. J'ai failli le faire aujourd'hui d'ailleurs. Et donc ça, c'est typiquement les récompenses malsaines dont on parlait avant, car elles nous fait plus de mal que de bien. Par exemple, on gaspille notre argent au lieu d'économiser pour acheter le truc qu'on voulait vraiment. Donc ça finira au fond de la garde-robe, on s'en servira pas. Au bout d'un moment, on le trouvera moche et on se posera même pourquoi on se posera la question de pourquoi on l'a pris. On pourrait même se sentir coupable après de l'avoir pris alors que c'est inutile, et cetera. Encore une fois, j'utilise le mot malsaine, pas en jugement de morale, mais en termes de quelque chose qui nous fait du mal à nous, en fait, et qui nous rajoute du non-plaisir au lieu du plaisir. Et en fait, tout ça aussi, ça vient apprendre à écouter notre vrai oui et notre vrai non. Donc, la plupart d'entre nous, on a peut-être déjà commencé le chemin de s'écouter plus et à oser dire notre vrai oui et notre vrai non. Et ça commence avec soi-même. Euh, Dans votre quotidien, c'est important de regarder, parce que souvent, on va aussi se limiter en disant, ça c'est un besoin, donc je reconnais que c'est un besoin, donc je le fais, et l'autre c'est un plaisir, donc je ne le fais pas. Parce qu'on se dit qu'un besoin, bah, du coup c'est un besoin, c'est nécessaire, mais le plaisir, il n'est pas nécessaire. Donc on le met de côté et on essaie de l'oublier, et en fait, parfois après, on se sent pas bien à l'intérieur parce que justement c'était quelque chose qu'on voulait vraiment et on s'est dit non sans raison. Donc ça, c'est important d'essayer de s'analyser là-dessus et d'essayer de comprendre d'où vient ce non, pourquoi on se dit non. Le labo du plaisir, ça ne s'arrête pas avec cet appel. Si vous avez envie, au mois de septembre, je vais faire un truc sur 3 jours. Ce sera donc un groupe Telegram ou un groupe WhatsApp. Il n'y aura pas d'appel comme ça, mais sur 3 jours, je vais vous proposer différentes pratiques à faire chez vous pour aller continuer à explorer. D'accord. Et ensuite, donc ça, c'est un truc complètement gratuit hein, que je vous offre. Et après, en octobre, il y a le truc hyper fantastique. Agnès, je t'en ai parlé. Ah oui. C'est le labo du plaisir, c'est la table ronde. Donc, j'ai invité différentes professionnels, des sexothérapeutes, des réflexologues, des personnes comme Agnès. Je t'en ai parlé, Agnès. Vite fait, mais c'était plus une ébauche dans ta pensée et je savais pas trop exactement ce que ça allait être. Ok, bon, mais il faudra qu'on s'appelle parce que je voulais t'inviter à être aussi une des personnes qui parlent. Et en fait, c'est une table ronde sur 3 ou 4 jours. Il y aura une dizaine de conversations avec des professionnels de plaisir et des femmes que j'invite à discuter dans cette table ronde où on va parler de plaisir, de qu'est-ce que c'est réellement. Donc ça va être 3 jours gratuits aussi. Vous pouvez vous inscrire et voir les conversations en live ou en replay parce que ça va faire beaucoup de conversations en 3 jours, mais vous les aurez dans vos mails si ça vous dit d'en faire partie. Donc là, je vais prendre les inscriptions d'ici la semaine prochaine. Donc là, je vous le dis. Voilà, en petit avant-première. Mm. Voilà, donc maintenant, on va parler plus spécifiquement de sexe. Et donc, pour parler de sexe, je trouve ça hyper important de parler de dom et de sub. Dominant et submissive. Je ne sais plus comment dire en français. Souminant. Non. J'ai un bug. Pardon? J'ai un bug, j'essaie de trouver le mot français, mais j'ai pas trouvé. Bon, on va appeler ça dom et sub. J'étais à fond dans toutes ces pensées. Et en fait, je trouve ça hyper important. J'ai eu plein de réalisations. Et donc, ce sont des termes qui peuvent faire peur, ça c'est sûr. Et j'aimerais que vous partagiez un peu ce que ces mots évoquent pour vous, avant qu'on aille explorer les définitions, qu'on aille explorer un peu plus loin. Qu'est-ce que ça évoque pour vous si on parle de dom et de sub? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça fait remonter des émotions? Ben, je sais pas je sais pas. C'est un peu comme l'histoire de masculin-féminin. Pour moi, c'est un peu une alternance en fait. J'ai pas l'impression de me définir comme l'un ou comme l'autre. Je sais pas si je suis très claire.
Mhm. Ok. Moi, Oui. c'est un peu pareil. J'ai l'impression que c'est un peu comme deux masques qui sont interchangeables à l'infini. Et quand je dis masque, ça veut pas dire que tu deviens quelqu'un de différent de toi-même, mais tu t'éloignes un peu et tu retournes en même temps. Enfin, un peu comme si tu faisais. C'est un peu un jeu pour moi. Enfin, je vois ça un peu comme un jeu, comme si c'était ouais, du théâtre un peu. Je sais pas comment dire. Mais je suis d'accord sur le fait que il n'y a pas un endroit où je dirais que ça, c'est moi-même. C'est vraiment très. Ça dépend des. Si on parle du sexe, en tout cas, avec un homme, ça dépend de l'homme, de la situation, de, de l'heure, de ce que j'ai mangé, de tout, quoi. Mm. Ok. Agnès, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces mots-là? Ouais, moi je suis à peu près d'accord, enfin dans la même pensée que Léna et Elena. Moi je suis pas du tout personnellement dominante. Presque moi ça me cringe un peu de m'imaginer dominante. Je trouverais ça un peu ridicule de ma part en tout cas. Je sais pas pourquoi, mais ça ferait un peu comme disait Elena, théâtre, mais théâtre de nul. J'imagine tout de suite la meuf avec le cuir et le fouet et qui va fouetter l'homme, je sais pas pourquoi, mais je m'imagine vraiment un truc vraiment qui, moi, je trouve ça ridicule de mon avis, hein, désolé. Si vous fouettez vos maris, il n'y a pas de souci. Mais, mais ouais, je serais plus, moi, dans la soumission sans être, comment dire, sans me dévaloriser, je sais pas comment dire, mais la soumission douce, c'est-à-dire, oui, soumission douce avec consentement, voilà, ça me définit bien. Mais être dominante ou même jouer ce rôle-là, non, je fais très peu. Je vais vous donner des définitions que j'ai inventées, enfin que j'ai inventées. Comment moi je définis ça? Ouais, Donc, dom, oui, ça vient de dominant. Quand on entend ce mot, on peut penser donc à la domination, donc au contrôle, ouais, même à la torture. Car dans ouais. le monde dans lequel on vit, la domination, elle est mauvaise, elle est douloureuse, elle est terrible. Par exemple, guerre, patriarcat, abus, même génocide, tout ça, ce sont de la domination. Mm, mm, Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous écoutiez le mot d'homme en tant qu'énergie de guidance. C'est la personne qui tient l'espace, qui tient là où les personnes présentent avec amour. C'est la personne qui garde le contrôle d'elle-même pour que les autres puissent se lâcher en totale confiance. Par exemple, une maman qui reste en contrôle pour que les enfants puissent s'épanouir et elle les guide avec amour et confiance. Ou alors ta meilleure maîtresse d'école dont tu te souviens, qui savait comment mener une classe pour que chacun trouve sa place et elle garder le contrôle de la classe. Ça, c'est d'homme. Ou alors l'homme avec qui tu peux te lâcher entièrement, car tu sais que quoi qu'il arrive, il te retient. Ou alors la femme qui tient le cercle de partage. Donc, pour toi, Agnès, qui a déjà été dans mes cercles, c'est un peu cette... Moi, je suis la dôme, en fait, parce que je suis là pour tenir l'espace et tout le but, c'est que vous soyez dans votre plaisir, que vous puissiez vous épanouir et moi juste, je tiens. Je suis là pour guider l'énergie. En fait, ouais, le ou la dôme, mais le plaisir de l'autre avant tout. L'idée, c'est de guider et de répondre aux besoins de l'autre. Ça, c'est la dôme ou le dôme. Sub, donc la soumission, aussi, on ne l'aime pas. Donc, tout comme on a des idées négatives sur la domination, la soumission aussi. On se dit que jamais on se soumettra à qui ou quoi que ce soit. Pareil, un peu là, comme vous disiez, de, une soumission douce parce c'est avec consentement. Donc là aussi, ça vient parce qu'on a l'habitude de l'abus du pouvoir et la peur d'être manipulé. Alors aujourd'hui, je veux qu'on comprenne le mot sob d'une nouvelle manière. Le ou la sob ne se laisse pas faire. Ça ne veut pas dire se laisser faire. Quand on est en position sob,
Ça veut dire qu'on choisit de faire confiance à la personne en face. On choisit de se laisser porter et guider par l'autre. Tout le plaisir revient au sob, non pas au dom. Donc quand on est dans le sob, le plaisir, il est pour nous. Le plaisir du dom, c'est d'offrir au sob. Donc le ou la sob peut demander ce qu'elle veut en dirigeant. Le sob, celle qui est en position de soumission, peut quand même demander et dans un sens diriger le dom pour son propre plaisir et le dom y répond. Le sob s'autorise à lâcher, la sob s'autorise à lâcher car elle sait que la personne en face ne veut que son plaisir, que son bien et fera tout pour l'atteindre. Donc l'idée, c'est d'autoriser l'autre à nous porter et à nous autoriser à nous lâcher. Ça, c'est la position du sob. Et un exemple typique, parce qu'en fait, je me suis moi-même posé cette question, je me suis dit, si, pendant qu'on fait l'amour, je suis en position de sob, dans le sens où je me laisse totalement faire, je laisse mon homme me faire plaisir. Mais si je lui dis, ah, attends, pas comme ça, s'il te plaît, tu peux le faire comme ça. Ou alors même on est en plein acte et je dis, ah vas-y, plus fort, ou ah, plus doucement, ou plus rapide, tout ça. Est-ce que d'un coup, je deviens la dom parce que j'ai donné des ordres? Et en fait, non. Parce que l'autre en face va répondre et va faire en sorte. Donc là, quand c'est comme ça, j'ai eu cette conversation avec Mathieu pour vraiment prendre aussi sa perspective, donc en dehors du rapport. Après, je vais demander, mais du coup, quand je réagis comme ça, est-ce que d'un coup, toi, tu sens que l'énergie change et que c'est moi qui deviens en contrôle? Genre, c'est quoi en fait ta vue de ça? Et lui, ce qu'il a répondu, c'est non, c'est qu'en fait, justement, si moi je dis par exemple, vas-y plus fort ou vas-y doucement, lui, il reste dans la position d'homme, d'homme, pas dans le sens D apostrophe homme, hein, dans la position dominante, à donner le plaisir et à répondre à ce que moi je veux et ce dont moi j'ai besoin dans le moment. Et du coup, j'ai réfléchi à ça après et je me rends compte que oui, on peut faire des demandes en étant en soumission. Soumission, ça ne veut pas dire juste ah ben je te laisse faire, moi je dis rien, je fais rien, je bouge pas et juste tu fais. Parce que là, ça devient quasiment de l'abus en fait. Le gars juste il fait son truc et toi tu fais rien. C'est pas ça la soumission. Donc quand tu as dit la soumission douce avec consentement, c'est ça. Moi je parle, là quand on va parler de sexe, je parle que de sexe consenti. Je parle pas de reste. Donc quand je parle de dom et sob, c'est vraiment quand on est dans un acte dans lequel on a envie d'être, comment prendre ses rôles. Et effectivement, ils s'échangent les rôles. Donc même si là, je reste en position sobre parce que je pense à mon plaisir et je le guide pour me donner plaisir, donc lui, il prend plaisir à me donner plaisir. Donc quand est-ce que ça change en dom? Alors, pour quand même, pour quand même que ça reste clair par rapport à ce qu'on vient de dire là, les abus ou le consentement, tout ça, il y a des moments où ça ne marche pas, ces trucs d'homme-sob. Il y a des moments où ça devient de l'abus. Donc, par exemple, les personnes qui ne savent pas écouter leur propre oui et leur propre non, comme on disait tout à l'heure, il y a des gens comme ça qui se font marcher dessus toute la journée au travail, dans leur vie courante, au quotidien. Et quand ils sont dans la chambre, ou quand ils sont dans le sexe, ils se disent, cette fois-ci, c'est à moi de marcher sur l'autre. Et j'aurai mon propre plaisir assouvi. Donc, ils se pensent en position de domination. Parce qu'ils disent, c'est moi qui vais diriger, je vais avoir mon plaisir, je vais faire comme moi je veux. Et ils vont dominer, mais en demandant ce que eux ils veulent et en prenant tout pour eux. Mais ça, en fait, c'est le rôle du sob. Donc, il a tellement l'habitude d'être en soumission dans le cas extrême que même face au sexe, il ne sait pas comment le faire. Et ça, malheureusement, il y a pas mal de personnes qui sont encore comme ça. Donc, ni lui, ni la personne en face ne comprend ce qui se passe. La personne en face est forcée à être en position de domination et à assouvir les désirs de l'autre, tout en étant soumis et manipulé. Alors que le dom, il est censé guider la séance. Donc les personnes comme ça demandent d'une manière soumise, comme un enfant réclamant à son parent, donne-moi ci, donne-moi ça, je mérite ceci, et il prend, et en fait ça devient abusif. Mais quand un enfant réclame à son parent ou fait un caprice, ça c'est une position de soumission.
et le parent est en domination. Mais là, quand c'est un adulte et un adulte, il y a je vais dire des hommes, parce que je sais que ça arrive pas mal d'hommes qui sont comme ça, qui sont marchés dessus toute la journée et face au sexe, ils disent: «Je vais prendre tout ce que je veux» et en fait, ça devient comme un caprice. Ils sont encore en soumission, mais ils se pensent en domination. Donc ça devient très confus et ça devient des abus. Les personnes comme ça peuvent avoir aussi une deuxième tendance, se dire qu'ils sont soumis dans la vie et inconsciemment, ils se sentent constamment en soumission. Donc au lit, ils vont exprès se mettre en position de soumis aussi. Et ça, c'est ce qui arrive souvent aux femmes. Les femmes qui se sentent soumises constamment, une fois qu'elles sont au lit, elles se disent: «Bon, ben, je vais laisser faire l'autre, il va prendre son plaisir» et elles auront au moins réussi à accomplir le sexe du jour et l'autre, il aura eu son plaisir. L'autre en face n'est pas trop sûr de ce qui se passe. Donc si c'est un couple, ils ont l'habitude, ça va devenir un couple abusif. Et si c'est par exemple un coup d'un soir ou une nouvelle relation, l'homme en face peut se demander en fait ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il est le dom et est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il doit tout faire pour donner du plaisir à l'autre et elle, elle fait rien et il va juste donner du plaisir à elle? Ou alors, est-ce que elle s'offre ouvertement et c'est lui qui a le droit de tout prendre? Donc là encore, ça va créer de la confusion et ça peut soit devenir, en fait, ça devient de l'abus parce que soit la personne en face prend ce qu'on lui offre, comme sur un plateau, il va tout prendre, ou alors c'est la personne elle-même qui s'est offerte, entre guillemets, qui s'auto-abuse ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça devient un acte complètement non choisi et ça devient très confus. Encore une fois, là, l'idée du dom et du sob est mal compris. Mais un bon dom et un bon sob, ils comprennent leur rôle et comprennent la dynamique. Parfois sans savoir et sans avoir même à parler. Pendant une séance de sexe, le jeu, comme on dit, c'est un jeu, ça peut tourner et chacun prend son rôle à différents moments et très souvent, on le fait sans réfléchir. C'est pas du tout quelque chose, de conscient, mais c'est intéressant de le conscientiser et d'aller, voir comment on est, quand on est au lit ou dans le salon ou dans la cuisine, bref. Je suis en mode dom et je ne peux pas ou je ne veux pas lâcher. Donc, ça, c'est typiquement ton mec, il vient te séduire, mais tu as 1000 choses dans la tête. La lessive n'est pas faite, je dois préparer les affaires pour demain, la compta n'est pas finie, comment je vais gérer la réunion de demain, comment gérer les finances du mois prochain, je suis en train de cuisiner. En gros, laisse-moi tranquille, car j'ai d'autres choses à foutre que de faire l'amour là dans le moment. Ah oui, story of my life. Ça, on connaît. Pour les célibataires, tu te rends compte d'un coup que waouh, ça fait un moment que je n'ai pas fait l'amour, que je ne me suis pas touchée moi-même et qu'en fait, ça fait même bien longtemps que je n'ai même pas eu envie. Et quand on a le cerveau constamment allumé dans la vie, à penser à tout gérer, on est le dominant, on est le dom au quotidien. On est en position d'homme, on est le dominant de la maison ou la dominante de la maison. Et très souvent, les femmes, on est en position de dominante à la maison sans même s'en rendre compte. Parce que la société s'est tournée à l'envers et on n'a quasiment plus jamais le droit d'être en position de soumission. On est tout le temps en contrôle. Et très souvent, ce sont les mamans aussi, elles sont en mode d'homme tout le temps. Et les femmes, parfois, on a décidé par choix ou par obligation qu'il fallait tout gérer et tout contrôler dans la maison. Ça, c'est le rôle du dom. Donc, je ne sais pas pour vous si c'est comme ça. Mais genre, c'est toi qui gères tout à la maison et d'un coup, ton mec, il arrive et il commence à te séduire comme si c'était lui le dom dans la relation ou dans le moment. Et pour pouvoir se lâcher et devenir le sob, il faut avoir confiance et une confiance totale dans le moment. Et si inconsciemment, tu as zéro confiance dans le dom, dans le dominant, du genre, non mais mon gars, tu sais même pas étendre le linge correctement, comment je peux faire confiance que tu me tiennes en sécurité? C'est des pensées inconscientes. Parfois, elles sont très conscientes, mais parfois, elles sont inconscientes. Ou alors, tu n'es même pas au courant de combien on paye le DF. Comment je peux te faire confiance en quoi que ce soit d'autre? Et lorsque la confiance au quotidien n'est pas assurée, alors c'est hyper difficile de faire confiance et de se lâcher au lit. Alors même qu'on sait très bien que notre homme en face nous aime et qu'il veut notre bien et qu'il fera tout pour nous faire plaisir.
mais on n'arrive pas à lâcher prise et se laisser aller dans le moment avec lui. Alors qu'inconsciemment, on ne peut pas se laisser aller avec lui, alors qu'inconsciemment, on se tient encore dans le rôle du dominant et même parfois dans le rôle de la maman. Et c'est là qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de femmes qui se prennent pour la maman de leurs hommes. Et ça, c'est bon pour ni l'un ni l'autre. Mais donc, quand on est dominant, quand on est la dominante dans le sens c'est nous qui gérons tout à la maison, c'est hyper difficile de se lâcher au lit avec la personne que inconsciemment on n'a pas totale confiance en eux. Ah ouais. Donc, je veux lâcher, j'aimerais me lâcher, ça c'est le contraire. J'aimerais me lâcher, mais lui, il n'est pas là pour me tenir. Et là, c'est dans l'exemple où on a un homme qui est bien au courant qu'il est le sob dans la relation, il est bien au courant que c'est lui qui fait moins de choses et tout ça, et donc il ne fait même jamais l'effort de venir nous chercher, nous séduire, etc. Il se dit que quand on voudra, on ira vers lui. Et donc, des jours, des semaines, des mois passent sans que rien ne se passe au lit. Et toi, comme tu n'as pas spécialement envie, tu ne cherches pas à l'approcher. Et un jour, tu te demandes, putain, mais en fait, pourquoi on ne fait plus l'amour? Est-ce qu'il me désire encore? Est-ce que moi je désire encore? Etc. Ça peut aller loin dans les pensées. Vous me suivez toujours? Oui. Ok. À savoir, souvent, là je vais faire des généralités, mais c'est souvent comme ça. Souvent, les hommes, ça marche comme ça. Moins il y a de sexe, plus ils en veulent. En fait, ils deviennent en manque. Alors que souvent pour les femmes, ça marche comme ça. Moins il y a de sexe, moins elles en veulent. S'il n'y a plus de stimulation, le corps s'éteint petit à petit. Donc ça peut qu'on va faire un décalage, c'est-à-dire que l'homme devient en manque, alors que nous, on a de moins en moins envie. Et donc ça fait une séparation entre les deux au niveau du sexe. Donc pour les hommes, s'ils font fréquemment l'amour, fréquemment, ça peut être une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, ça dépend de... Pas tout le monde est pareil. Mais s'ils ont à leur fréquence, on va dire, qu'ils aimeraient, alors ils sont satisfaits, ils ne sont pas en manque, ils ne cherchent pas plus, voilà. Mais pour les femmes, si on fait fréquemment l'amour, eh bien on va pas être satisfaite, on va en vouloir encore plus et encore plus et encore plus. Et plus on fait l'amour, plus on est stimulé, plus on est allumé dans le corps et plus on va en vouloir. Donc le résultat, c'est que si on arrête de faire l'amour, ben, en fait, on s'en fout un peu et on pourrait aller longtemps sans rien faire ou alors jusqu'à la prochaine ovulation. Parfois, l'ovulation va nous rallumer un peu, mais on peut aller même des fois plusieurs mois en s'en foutant complètement. Donc si on est tout le temps en mode d'homme, avec plein de choses dans la tête, on va jamais relâcher pour même accéder au plaisir. Et si lui, il vient plus nous chercher, il y aura plus rien. Alors que lui, de son côté, il devient peut-être potentiellement de plus en plus en manque. Et donc, ça va créer un déséquilibre, ça peut même créer des disputes, on ne sait pas d'où elles viennent. Je peux m'identifier complètement au fait de pas pouvoir se lâcher avec un homme qui ne nous met pas en sécurité complètement, émotionnellement, ouais. Ça, c'est sûr. Pas actuellement là, mais ça m'est déjà arrivé plein de fois et de me dire: «Mais putain, mais j'ai pas envie». Presque il m'énerve à essayer là, «Qu'est-ce que tu fais?» Et à presque avoir envie de le rejeter violemment alors que, bah, on est en couple, donc c'est bizarre quand même. Mais oui, tout à fait ce que tu as expliqué. C'est ce besoin de confiance et de connexion, avant l'acte. Ouais. C'est pour ça que très souvent, on dit que les femmes, pour elles, comment on dit foreplay en français? Les préliminaires. Les préliminaires, souvent pour les femmes, c'est de voir leur homme en train de faire la vaisselle ou faire Ouais, ranger un truc parce que d'un coup, tu dis: «Oh putain, je suis soutenue». c'est un homme capable. Et en fait, c'est pas que c'est excitant, c'est voilà, tu te dis: «Putain, il est capable, waouh!» En fait, Ah. il montre où on se sent soutenu, on est en confiance. D'un coup, on peut lâcher parce qu'on sait qu'on est 2 à la maison. Je suis plus toute seule. Et donc ça, automatiquement, il y a un truc dans le cerveau qui relâche et donc le plaisir peut ressortir. Un peu comme on disait tout à l'heure, il faut 3 semaines de vacances parfois pour accéder à ça. Mais en fait, si tu as quelqu'un en face qui prend la responsabilité, qui se dit: «Je suis un adulte comme toi ici, on est 2», bah, d'un coup, tu as plus de confiance. OK, donc comment on répare ça? Alors déjà comprendre la dynamique d'homme-sub. Ça déjà, ça va aider à comprendre ce qui se passe mentalement.
Agnès et Léna, vous voulez partager quelque chose à ce sujet? Euh, Bah, personnellement, c'est par phase. J'ai l'impression, qu'il y a des moments où, quand je suis trop épuisée de tout, je me mets en retrait et je me laisse porter. Et il y a des moments où je prends le relais et en fait, je me charge du plus que je peux pour avancer, pour faire avancer notre maison, notre couple, tout. Et dans ces moments-là, effectivement, je pense que je suis à fond d'homme. Mais ouais. Après, je sais pas, je sais. Enfin, ça a un impact, c'est sûr, sur notre vie sexuelle aussi, On mais va je sais pas. regarder après ça. Ouais. Agnès, je sais que tu as partagé déjà un petit peu. Est-ce que tu veux partager un peu plus? Ouais, non, moi je suis plutôt avec un homme ultra d'homme. Vraiment, lui, il fait tout à la maison. J'ai limite pas le temps de me retourner, qu'il a déjà fait 3 machines. Il est trop efficace en fait. Ah wow. Et donc, on se dirait, waouh, du coup, t'es trop. Bah voilà, t'es tout le temps en pleine confiance et tout. Sauf qu'on trouve toujours la petite bête. Et que moi, malgré le fait que j'ai énormément de chance au niveau du quotidien, il fait les courses, il gère, il machin, il bricole, il fait les machines, il fait là, je suis rentrée, là, il fait l'aspirateur, machin, nanana, tout parfait. Donc en ce moment, ça va très bien, mais il y a eu des périodes où ça allait moins bien et où j'avais du mal sexuellement parce que je pense que c'était l'overdome. Vraiment, j'arrivais plus, l'écart était trop grand et j'aurais eu besoin de qu'il se soften un tout petit peu et qu'il soit un tout petit peu plus vulnérable, un petit peu plus. Oh, j'ai eu un petit peu de mal aujourd'hui, tu vois. Ah, c'était un peu plus difficile, tu vois. Et il est presque dans le trop homme capable. Mm. Et presque, bah, des fois, il me manque cette petite dose de fragilité qui fait que je pourrais me laisser aller dans la fragilité. Mm. Ouais, donc ça, c'est plus, moi, je pense, c'est plus ça qui va faire que je trouverai plus beau sod, ça se dit comme ça? SUB, moi je dis sub, comme Deux Subnation. subs, en fait, deux subs ensemble, parfait, donnez-moi ça. Tu vois? Moi, j'ai vraiment du mal avec cette idée du dôme, hein. Enfin, je sais pas comment te dire. À part de la manière dont tu l'as expliqué, où tu es la personne qui crée cet espace où les autres peuvent se détendre et se relâcher et vivre leur plaisir, ça, c'est magnifique. Mhm. Mais ouais, dans le couple, ouais, c'est un peu différent. Et c'est l'idée quand même dans le sexe, c'est ça, c'est que souvent, comme j'ai sans y réfléchir, ça devient, c'est souvent ça. Il y en a un qui gère un peu plus que l'autre et après ça s'échange. Pas tout le temps. Ouais, c'est clair, nous, ça s'échange quand même. Il gère énormément, puis c'est moi qui vais prendre le dessus, puis il va regérer énormément, puis je vais prendre le dessus. Et ça fait une boucle comme ça, et c'est Mhm. assez équilibré au final. Ouais. Ben, souvent c'est ça. C'est quand on n'y réfléchit pas, souvent c'est comme ça. Ouais. Ok. Donc maintenant, comprendre comment la dynamique d'homme-sub du quotidien va influencer le sexe, le désir et le plaisir. Donc, si on est en dom et qu'on ne peut pas relâcher, alors pourquoi pas rester le dom au lit? Et là, je fais une petite aparté parce que j'enseigne ça souvent aussi par rapport à la dépression et l'anxiété, qui sont deux choses que très souvent, donc j'ai pas mal de femmes qui viennent me voir qui sont aussi suivies psychologiquement, parce que pour moi c'est hyper important. Je ne suis pas du tout psychologue, donc quand quelqu'un a besoin d'aide de ce côté-là, j'encourage à fond. Et parfois, elles veulent aussi de l'aide énergétique ou un accompagnement avec moi. Et donc, elles viennent me voir. J'en ai plein qui me disent, j'ai fait de la dépression et de l'anxiété. Et en fait, pour moi, ce qui est hyper important, peu importe ce qu'on enseigne dans la psychologie, quand vous travaillez avec moi, ce que j'enseigne, c'est que donc la dépression et l'anxiété, c'est des énergies. C'est pas du tout la même chose. Et on peut jamais être dépressif et anxieux en même temps, en fait, parce que l'anxiété, c'est une énergie très, 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 très haute, très haute. Et la dépression, c'est une énergie très basse.
Et on va dire, encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, mais pour utiliser les mots positifs et négatifs, on va dire l'anxiété et la dépression, c'est les énergies hautes et basses du côté négatif, on va dire. Et très souvent, quand on est anxieux, quand on est: «Oh là là, qu'est-ce qui va se passer?» On est anxieux comme ça, les gens vont dire: «Mais calme-toi, respire un coup». Mais en fait, c'est impossible. Quand on est dans l'énergie haute, haute, haute comme ça, on ne peut pas respirer et se calmer. Donc moi, ce que j'encourage, c'est que quand on est dans cette énergie haute, on essaie de la transmuter du côté positif. C'est-à-dire, on va courir, on va chanter, on va danser, on va aller à la salle de sport, on va aller faire des trucs, on va parler, exprimer ou peindre, faire un truc qui reste dans l'énergie haute, mais qui est dans l'expression. On va venir exprimer cette énergie qui est hyper basse, zzzz, comme ça, hyper haute. Et ça va la transformer. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans les doutes, dans la parano, mais on va être plutôt en train d'exprimer ou d'extérioriser cette énergie. Et pareil, quand on est déprimé, plein de gens vont dire: «Ah mais tu devrais sortir, faire un peu la fête, ça va te remotiver, da da da». Alors que pas du tout. Tu es dans une énergie basse. Tu as envie de rien faire, tu as pas envie d'aller faire la fête. Donc reste dans ton énergie basse, mais transmute-la. Ça veut dire dormir, ça veut dire faire de la méditation, ça veut dire aller se balader calmement dans les bois, ça veut dire tu peux aller discuter avec des amis, mais avoir juste une ou 2 amis seulement et juste parler de ce qui se passe pour toi. Tu restes en énergie basse, mais tu la transmutes. Et la raison pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est que pour le dom et le sob, c'est pareil. Si toute la journée, tu es en mode organisatrice, je m'occupe de ça, je m'occupe de ça, j'ai ça dans la tête et tout, que tu es en mode dom, et que d'un coup ton homme il vient, il te séduit, et tu as envie de lui dire, mais en fait, casse-toi, t'as pas compris, j'ai une liste de 1000 choses à faire. Reste. Là, tu as l'impression qu'il faut que tu relâches tout pour accéder au plaisir. Mais non, tu n'es pas obligé de relâcher. Tu peux rester dans cette énergie haute de domination et tu peux lui dire: «Tu veux du sexe, mon gars, va au lit, enlève ton caleçon et j'arrive». Et tu restes dans ta position d'homme, Mmh. domination. Donc tu peux te mettre en énergie sexuelle, mais rester en dom. Et tu vas prendre charge de son plaisir. Donc tu n'as pas besoin de redescendre mentalement. Être dans cette humeur sexuelle et le voir prendre son plaisir, cela va t'exciter et commencer à éveiller ton corps et tes envies, potentiellement. Donc, la suite, ça veut dire que tu prends ce rôle pendant quelques minutes de voilà, je suis en charge, je te branle ou je sais pas, fais ce que tu veux, mais genre, tu lui demandes pas, juste tu fais en fait. Et ça, pendant quelques minutes, ça va potentiellement, ça va éveiller ta sexualité. Ou alors, et peut-être que ça t'allumera, voilà, la première fois et tu auras envie de ton plaisir aussi et là, du coup, hop, vous re-switchez, comme on dit tout à l'heure. Ou alors, ça va prendre quelques jours ou quelques semaines, le temps que ça prenne pour t'éveiller pleinement. Ou alors, le temps pour que ça te montre qu'effectivement, même son plaisir à lui, ça ne t'intéresse plus. Et là, il y a peut-être autre chose, d'autres problèmes dans la relation ou quoi. Mais normalement, si tu es dans une relation saine, vous êtes amoureux et tout ça, de voir son plaisir, ça va t'exciter aussi. Mais des fois, il faut rester là-haut dans ta tête et te dire: «Je prends le contrôle», avant de pouvoir relâcher. Donc qu'est-ce que ça veut vraiment dire en pratique d'être la dom? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? À toi de voir. Et aussi, comme tu disais, l'une d'entre vous disait: «Est-ce que même j'en suis capable?» Enfin, ça paraît bizarre. Ou ai-je le droit de formuler des demandes pour moi, qui me rendront plus à l'aise aussi d'y aller à fond? Parce qu'on disait que quand tu es le dom, c'est pour son plaisir. Mais est-ce que pour que tu sois en position d'homme et que tu dises l'exemple que j'ai donné, genre: «Vas-y, va au lit, enlève ton caleçon et j'arrive», est-ce que toi, tu as des demandes d'abord? Donc ce que ça veut dire simplement, c'est répondre à ces avances par: «Va au lit, enlève ton froc, attends-moi». Et oui, ça peut être aussi, si tu as des demandes que tu te dis vraiment, il y a des blocages, par exemple, il faut absolument qu'il se douche. Tu peux rester dans ta position d'homme, c'est pour son plaisir à lui, et tu peux mettre des attentes. Donc là, tu vois, c'est pas obligé que tu sois habillé en noir, en latex avec un fouet. Mais tu peux dire, par exemple: «Douche-toi et te rhabille pas». Déjà, rien que ça, il va savoir qu'il y a un truc. «Douche-toi, te rhabille pas, tu as 5 minutes». Et comme ça, en plus, toi, si tu donnes des ordres comme ça, ça te donne 5 minutes pour descendre, pour te mettre en humeur. Tu peux donner des ordres, en fait.
Mais être en position de domination, ça ne veut pas dire, comme on disait, nécessairement avoir un fouet. Mais tu peux donner certains ordres qui fait que la personne en face sait que, OK, c'est toi qui domines, mais j'ai envie. Ça Mm. reste dans le consentement, dans l'envie. Tu n'es pas en train de lui dire, de donner des trucs. Tu n'es pas obligé de dire lèche mes pieds et renifle ma chatte, tu vois. C'est pas nécessairement ça. Mais tu penses à son plaisir parce que tu sais qu'il en a envie, mais c'est pas performance, on n'est pas dans la force. C'est Mm. pour ça que tu te concentres sur son plaisir. Tu es pas dans la performance soudainement de tu vas le laisser faire et tu vas faire semblant que tu es en train de kiffer. Non, Ouais. parce que ça, c'est pas du consentement, c'est pas de l'amour, ça. Mais tu te mets en position de OK, je vais lui donner du plaisir, mais je vais m'éclater aussi en même temps, avec une touche d'humour, avec un peu de jeu, et tu vas t'amuser. L'idée, c'est de trouver ton plaisir. Et si c'est pas un plaisir qui est nécessairement sexuel, ça peut être un plaisir d'amusement. C'est Mm. comme un plaisir. Et très souvent, quand on commence comme ça, hop, au bout d'un moment, on a envie aussi. Et en fait, le plaisir, ça aussi que je voulais dire, c'est que le plaisir sexuel, des fois, on ne sait pas, dans le sens où on va se dire, si j'ai pas envie de faire l'amour et que j'y vais, je suis en train de me forcer et donc, techniquement, c'est un viol ou c'est un abus. Mais en fait, non, il faut vraiment séparer ça parce que le plaisir, c'est comme si on te dit: «Tu veux du gâteau au chocolat?» Sur le coup, tu y pensais pas. Mais on te le met en face, tu vas le goûter, ça va être super bon, tu vas te régaler. Donc un plaisir, c'est pas tout le temps quelque chose auquel on a pensé de suite. Et le sexe, c'est pareil. Quand ton homme ou quand quelqu'un vient te séduire, même si tu y pensais pas, tu as le droit d'y aller, de te laisser aller, de te laisser séduire. Même si sur le coup, ça te dit pas, tu as le droit de juste voir où ça va et d'y aller. Il faut aussi s'autoriser ça. Ça vous arrive, mais c'est hyper important. On peut commencer une partie de sexe sans en avoir nécessairement envie et voir où ça va. Donc, quand on est en position de domination, c'est un peu ça. On y va, on se dit, ouais, vas-y, attends-moi au lit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et tu vas commencer un peu à t'amuser. Et si d'un coup, toi aussi, tu as envie, et ben, tu te laisses aller, en fait. C'est hyper important aussi de pouvoir donner comme je disais, des choses qui vont t'autoriser toi à aller plus loin. Que ce soit aller te doucher ou que ce soit, écoute, là, tu viens avec moi, on fait la vaisselle en deux-deux et après c'est OK. Ça veut pas juste dire que tu abandonnes tout pour donner le plaisir à l'autre, mais ça veut dire trouver des solutions où tu restes en domination et tu peux donner des ordres pour que tu puisses accéder au plaisir. Donc être la dom, ça veut dire que tu es en charge de son plaisir et tu vas t'amuser en le faisant. C'est comme un jeu, comme on disait tout à l'heure, et tu te lances à fond. Tu restes en contrôle et tu joues jusqu'à ce qu'il ait son orgasme. Ou après, il y a d'autres choses. Tu peux faire monter sa jouissance et t'arrêter. C'est ça aussi qui est amusant quand tu es le dom en domination. Tu peux vraiment aller t'amuser avec ça. Et à force de jouer la dom, très souvent, tu vas trouver comment ça marche pour toi. Tu vas y trouver ton plaisir et tu vas aussi éveiller ton propre corps. Là, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je l'ai dans mes notes, donc je le redis, c'était quand on dit vas-y plus fort ou plus doucement, plus profond, moins vite, etc., ce n'est pas de la domination, c'est quand même, ça reste la soumission. C'est-à-dire que tu as confiance que la personne en face va répondre à tes demandes et va faire ce que tu veux et que la confiance, et tu as la confiance que lui, il saura exactement comment y répondre et te le donner. Ah oui. En fait, j'essaye d'aller trop vite là maintenant pour finir, donc je vais juste réfléchir un instant. Donc, ce que ça va faire si tu pars en domination aussi, c'est que ça va t'autoriser à laisser tomber les barrières mentales et ce que tu portes sur les épaules. Les listes, les poids que tu portes, ça va les faire tomber. Donc, au bout d'un moment, soit tu continues à être la dom, soit tu t'arrêtes et c'est lui qui va devenir le dom. Et d'un coup, si tu as des envies qui s'éveillent, tu peux dire, OK, en fait, là, j'ai envie que toi, tu me blablabla. Et donc lui, il reprend la position de dom. Donc très souvent, on peut commencer avec la domination. Comme on dit tout à l'heure, c'est un jeu. Mais si on n'arrive pas à lâcher, mais que dans la tête, on a envie d'y aller, on n'a pas besoin de lâcher de suite. Et ça, c'est un point que je trouve très important à comprendre. Là, maintenant, tout ce qui est resté, c'était la dernière pratique, pardon, en fait, c'est ça. Et ça allait être une pratique guidée
d'auto-plaisir. Donc, j'allais vous guider dans l'auto-plaisir de votre corps. Donc, ce que je propose, c'est qu'au lieu de ça, vous faites du plaisir ce soir et on se retrouve pour les... Si vous voulez, je vous renverrai des infos pour les 3 jours en septembre. Ok. Et Ok. là, au mois d'août, les devoirs, c'est on se branle, on se branle, on se branle. On éveille Ok. le plaisir dans son corps. OK? On dit oui, maîtresse. Love it. Merci. Alors, je veux juste faire un dernier point. C'est hyper rapide. Par rapport au passif et actif. Par rapport à la pénétration et l'encerclage. Vous avez déjà entendu le mot encerclage Non. par rapport au sexe? C'est le vagin. Donc, en fait, on a la pénétration, si ça, c'est le pénis, et le vagin. Donc, souvent, on parle de pénétration et on parle très rarement de encerclage. On dit souvent que le vagin est le réceptacle du pénis, que le vagin se fait pénétrer par le pénis. Donc, l'homme est actif et la femme est passive. Même quand un homme donne un cuni, on dit que c'est sa langue qui est active, alors que quand une femme donne une fellation, c'est encore le pénis qui pénètre la bouche et qui est actif. Évidemment, ce n'est pas vrai. Donc, non seulement les femmes sont actives avec leur corps, leur bouche, leurs mains, leurs seins, leurs fesses, etc., tout le corps, mais même avec le vagin. Quand on parle d'encerclage, en fait, c'est avec le vagin, nous pouvons attraper, serrer, desserrer, l'encercler, le relâcher, le pénis. Et tout ça grâce à notre périnée. Et tout ça pour être en contrôle de notre plaisir et aussi le plaisir de l'homme. Mais c'est hyper important. On n'est pas juste, le vagin, c'est pas juste un trou, en fait. Il y a des muscles, c'est actif. Donc, je vais juste poser ça pour que vous y réfléchissiez aussi, parce que j'imagine que vous avez déjà expérimenté ça avec votre corps. Et donc, de continuer à penser que l'homme est actif et la femme est passive, c'est vraiment, il faut arrêter de penser ça. Donc, même quand moi je parle de masculin et de féminin, quand on est en sexe, je parle jamais d'énergie féminine et masculine, mais de d'homme et sob, pour comprendre que vraiment c'est les deux. Ça s'échange tout le temps. Et une dernière question, quelles sont les zones érogènes de votre corps, du corps féminin? Tu veux dire les nôtres personnellement? Ouais, qu'est-ce que tu penses sont les zones érogènes du corps féminin, de la femme? Ah, en général? Ouais. Hmm, Le cou, peut-être. Mhm. Léna, tu as des propositions? Le ventre aussi, j'aurais dit. Ouais, c'est vrai que spécifique, c'est tellement personnel. Enfin, je sais pas, je sais que j'ai des copines qui ont pas du tout les mêmes sensibilités que moi. En fait, c'est le corps entier. Il n'y a pas une partie du corps qui n'est pas une zone érogène. Tout le corps est est un corps de plaisir, en fait. Notre corps entier, chaque partie du corps peut être une partie de stimulation. Et ça, c'est hyper intéressant d'aller explorer. Mm. Et Helena, je vais dire, Hmm, on a parlé de ça la dernière fois. Ouais, c'est vrai. On a fait un petit exercice avec tes bras. Hmm, Et c'est très intéressant d'aller explorer parce qu'en fait, chaque partie, on dirait pas comme ça, mais je sais pas si tu te rappelles à l'adolescence, quand un garçon, où t'étais trop genre, ouah, je le kiffe trop ces gars, il passe à côté de toi et genre sans faire exprès, il touche ton dos ou quoi, et vous, t'as tout ton corps qui s'allume. C'est Mm. pour montrer à quel point, en fait, n'importe quelle partie du corps où genre quelqu'un frôle tes cheveux et ça te fait des frissons partout. Tout Ah, peut. ça me le fait encore, hein. Bah oui, c'est trop bien quand ça nous le fait encore, mais je repense à l'adolescence parce que je sais que tous nos hormones sont décuplées et donc on le ressent très fortement, mais c'est trop bien, et ça le fait encore. Genre ça te frôle le petit doigt ou quoi, c'est genre... Et en fait, tout notre corps peut être complètement allumé sexuellement. Il n'y a pas une partie du corps qui n'est pas une zone érogène.
Donc Ouais. voilà, juste la petite pensée en plus. Mhm. Ok, je vais vous laisser dormir ou faire ce que vous avez envie. Mhm. Pour discuter, vous n'hésitez pas. Ou alors, si vous voulez m'envoyer moi des messages, poser des questions ou quoi que ce soit, vous continuez à partager avec moi avec grand plaisir et je vous envoie les infos pour les 3 jours offerts gratuits en septembre d'exploration sensorielle. Ok. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous Merci souhaite à toi. beaucoup de plaisir ce soir et à tout jamais. Et je vous promets une super belle séance d'auto-plaisir guidée pour la prochaine fois. Merci beaucoup à toi, c'était vraiment cool. Ouais, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Mouah. Bonne nuit. Au revoir. Ciao, Salut. ciao.